Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici on analyse, on critique, on décortique ou on encense les shows de la planète catch et de la WWE. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler du premier Premium Live Event post-Clash in Paris. Le premier Premium Live Event de la WWE aussi sur ESPN. C'est une nouvelle ère, nous raconte-nous, et pour cette nouvelle ère, eh bien quoi de mieux que notre tout nouveau, tout beau, tout frais rookie de l'année. Je suis avec Deadpool. Vince, comment ça va Vince? Bonsoir à tous, bonsoir à Raphaël. Écoute, tout va bien, tout va bien. On verra à la fin de cette review si ça a été aussi du côté de la WWE avec cette arrivée sur ESPN qui est un très grosse chaîne aux États-Unis au niveau du sport qui vraiment quand tu vas sur ESPN, tu as une couverture nationale. Toutes les plus grosses fédés de sport américain, football, basket sont dessus, donc c'est important pour la visibilité du catch. Donc on va voir si ça s'est bien passé. Ouais, c'est la chaîne du sport aux États-Unis et donc d'une certaine façon aussi dans le monde. On était donc à Indianapolis dans l'Indiana avec donc un show premier du nom, un WrestlePalooza. On n'avait jamais connu ça, jamais vu ça. Nous étions dans une salle de 12 000 personnes, donc ça change un peu de Clash in Paris. Hein, c'est beaucoup plus petit. On était dans un contexte presque plus intime. Ça fait effectivement deux fois et demi la capacité la défense d'Indianapolis. Donc oui, ça faisait beaucoup plus intimiste et on retrouvait peut-être un petit peu plus des salles normales entre guillemets, celles qu'on a l'habitude d'avoir, comprises entre 12 et 15 000 spectateurs. Exactement. Et on a ouvert le show tout d'abord par un long clip, hein, globalement. Enfin, je l'ai trouvé un petit peu une intro un petit peu longue, mais voilà, c'est historique, c'est la WWE sur ESPN, donc on en a profité pour nous montrer les grandes heures télévisées de la WWE depuis tout le début, depuis André le Géant et même avant, et puis tout ce qu'on a pu connaître à la WWE, et tout ça pour débouler sur Triple H au milieu du ring. Triple H pour nous dire euh, on est le finest entertainment, sports entertainment, donc on est vraiment dans la fine fleur du divertissement sportif, on est dans le best et dans le meilleur, et il nous dit que tout ça n'est qu'un début, donc Triple H veut nous lancer sur un énorme show et sur une énorme ambiance, hein, nous rappeler à quel point c'est important tout ça, et ça enchaîne directement sur l'arrivée d'une star visiblement très populaire ici, c'est Pat McAfee, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, depuis qu'il s'était fait casser la gueule par Gunther, hein, en gros. Pat McAfee est de retour aux commentaires. Corey Graves a disparu puisqu'il s'est fait détruire par Brock Lesnar à SmackDown. C'était un moment intense. Hein. On voit rarement Corey Graves se faire attaquer comme ça. Donc voilà, on a Triple H pour nous mettre l'ambiance, on a Pat McAfee pour faire danser la foule. Est-ce que sur le lancement tu t'es dit ouais on est dedans ou est-ce que ça t'a laissé un peu froid tout ça? Mais moitié-moitié. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'intro est très longue. Ça m'a rappelé les débuts sur Netflix où il y avait eu un grosse présentation avec le fameux rideau au milieu du ring qui ouvrait après. On avait Triple H, donc c'était un petit peu long. McAfee, c'est une star à Indianapolis parce qu'il a joué pour je crois que c'est les Colts, l'équipe de football. Non, c'est pas les Colts. Bon, bref, c'est le football américain. Il shootait, il faisait les tirs pour l'équipe d'Indiana et il adore cette ville, il adore ce pays, cet État. Et tu avais aussi avec lui Tyrese Haliburton, qui est un fan de catch qui est malheureusement blessé et qui est le meneur donc titulaire des Indiana Pacers qui ont fait finale NBA cette année. Donc écoute, quand McAfee est arrivé, voilà, la foule a été un petit peu plus boostée, donc ça c'était très bien, mais l'intro est trop longue. Pour moi, l'intro est trop longue. Ouais, moi aussi ça m'a un petit peu saoulé. On sait qu'ils adorent s'auto-congratuler la WWE. Ils en font un peu des caisses, donc j'aurais bien aimé que ça démarre un petit peu plus vite. Ouais. Cela dit, on a été gâté par les entrées pour le premier match. Alors on a ouvert le show par un des matchs peut-être les plus attendus et les plus curieux. Hein. C'est ce match entre Brock Lesnar et John Cena.
Alors John Cena a débarqué avec un nouveau t-shirt tout jaune et avec une armée de petits enfants. C'était rigolo, on aurait dit des mignons, ils étaient tous tout jaunes avec leur t-shirt et ils faisaient des You Can't See Me. Donc voilà, là on a vraiment retrouvé le John Cena babyface de ses grandes heures. Alors que face à lui, Brock Lesnar, lui, a débarqué sur sa musique habituelle qui fait peur. Et Brock Lesnar, il nous a dévoilé une forme, mais j'ai été choqué, il est monstrueux, c'est plus des pectoraux qu'il a, c'est des pecs de taureau, il est baraqué comme jamais, il est arrivé sur le ring, on a eu droit à l'intro de notre annonceuse préférée, sauf pour John Cena bien sûr, elle nous a fait tout le petit speech, voilà, 17, etc. Mais sauf que pour Brock Lesnar, nous sommes interrompus par Paul Heyman. Paul Heyman est revenu pour introduire Brock Lesnar. Ça fait très longtemps qu'on l'avait pas entendu prononcer comme ça. Là, moi, sur ces deux entrées, j'ai eu les frissons et là, j'ai trouvé qu'on était bien lancé. Est-ce que ça t'a fait le même ressenti? Alors, oui. Bon, après les couleurs de Cena, ça m'a pas trop étonné étant donné qu'on est à Indiana. C'est les couleurs des Pacers en fait, le jaune et bleu, donc c'était pas trop étonnant. Mais on a retrouvé le John Cena qu'on a tous connu durant ces années de gloire. Pour Brock Lesnar, je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi vite, la réunification avec Paul Heyman, puisqu'il y avait quand même eu un petit teasing sur le précédent SmackDown, puisque il se rencontre avec Lesnar et il lui dit Lesnar donc à Paul qu'ils doivent se parler. Et à partir de là, j'avoue que j'étais, c'est pas que ça m'a pas déplu, mais je me suis dit mince, on recommence sur ce qu'on connaît avec un Lesnar associé à Heyman et voilà, je préfère contre là, c'est très bien ce que fait Heyman. Il a pris ses distances, il est avec The Vision, avant il était avec la clique de Roman, donc c'était très très bien. Là j'avoue que je vois pas ce que ça m'a apporté en plus de le revoir voilà, à côté de Lesnar. Peut-être que ça nous tisse quelque chose. Ouais, ok. Ouais, peut-être qu'il faut pas chercher si loin. Moi, je pense que faut pas oublier effectivement que ils veulent faire un gros show en se lançant sur ESPN. Je me suis dit que ça voulait pas forcément dire qu'on allait retrouver directement Lesnar et Eman associés au quotidien. Déjà, je suis pas sûr qu'on ait un Lesnar qui soit là au quotidien, mais voilà, je l'ai vu plus comme un petit revival de leurs années d'alliance et un petit symbole, mais pas forcément pour nous dire ça y est, ils sont à nouveau associés l'un l'autre. Mais peut-être, comme tu dis, qu'est-ce que ça pourrait nous utiliser? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les mois à venir qui découlent de ça? Ça sera une bonne question. En tout cas, on se retrouve avec une affiche qu'on a déjà vue plusieurs fois à la WWE, mais qu'on n'avait pas eu depuis évidemment très longtemps, hein, des années et des années. Brock Lesnar contre John Cena, ça rappelle un SummerSlam 2012 de mémoire. Le fameux match où John Cena prend 16 souplesses et se fait complètement détruire hein, par Lesnar qui lui pique son titre mondial. On a eu d'autres matchs et d'autres rivalités entre les deux hommes, mais ça faisait un bon moment qu'ils s'étaient pas croisés sur le ring. Alors, quand la cloche retentit, c'est Lesnar qui prend la dominance physique, hein, il est quand même monstrueux, il envoie ses coups de boutoir comme il le fait dans les coins et dans les rebords du ring. Si je ne m'abuse, à un moment donné, alors je sais plus ce qui se passe exactement, mais Cena réussit à reprendre le dessus. Il lui envoie un attitude adjustment dont Brock Lesnar se relève direct. Il lui en envoie un deuxième dont il se relève direct aussi. Il lui en envoie un troisième, donc 3 AA d'affilée. Et là, ça tombe sur un tombé, mais ça fait simplement 2. Évidemment, Indianapolis n'a pas repris les chants de Clash in Paris, ça aurait été trop beau. John Cena qui, à ce moment-là du match, prend confiance. Il part rebondir dans les cordes, il fait son You Can See Me. Et en fait, c'est ça qui va le perdre, ce petit moment de communion avec le public, puisque Brock Lesnar le chope et lui envoie un F5. Et en fait, il va lui envoyer, si mon compte était exact, je crois que c'est 8 F5 ou 9. Et en fait, c'est l'arbitre qui va lui dire arrête, arrête, arrête. Et du coup, Brock Lesnar met son corps sur John Cena pour faire le tomber. Et 1, 2, 3. Et Brock Lesnar gagne là-dessus. Le match a duré 8 minutes 48. C'est court, mais ça paraît presque long par rapport à la description que je viens d'en faire. C'était un match qui a été assez limité en termes de move et assez rapide. Brock Lesnar, ça lui suffit pas, il va mettre un F5 aussi à l'arbitre, et il va en remettre un petit à John Cena, et il part comme ça, méchamment, mais vainqueur.
Pendant que John Cena, lui, on va bien prendre le temps de le voir se relever, de le voir partir et de lui chanter des petits Thank you Cena. Dernier match de John Cena à Indianapolis, hein, puisqu'on est dans vraiment là la ligne droite finale, hein, il lui reste que quelques dates. Et ce match était donc une sorte de squash. On l'avait peut-être pas du tout prévu. Sur le Discord, rejoignez-nous d'ailleurs sur le Discord, il y avait même des gens qui s'imaginaient l'inverse, qui s'imaginaient Cena prendre sa revanche 10 ans après et squatcher Brock Lesnar. Bon, on n'en est pas là. En même temps, avec ce physique monumental, est-ce qu'il pouvait en être autrement? Est-ce que Lesnar pouvait perdre ce soir? Je ne sais pas. Mais est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu te dis waouh, il se passe quelque chose, ce WrestlePalooza là, ça commence fort? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis que il s'est pas passé grand chose sur le ring au final? Je suis bien embêté. Parce que ce match a été tout bizarre. Même dès le départ, je sais pas si c'est moi ou si j'entendais mal, mais il me semble que Indiana a repris les chants Let's Go Cena, Cena Sucks. J'ai pas compris. À moins que c'était des Lesnar Sucks, j'entendais pas bien. Voilà. Il me semble que ça commençait comme ça aussi. Et puis après, c'est tout ce que j'aime pas chez Lesnar. Peu, peu de catch. C'est je mets des grandes baffes, je mets des coups de genoux, je fais des German, j'ai fait mon petit bear hug, et puis après, je mets que des faves. Alors j'ai pas le même compte que toi, il me semble que moi j'en ai compté que 5 pendant le match et un sixième après. Mais bon, je peux me tromper, il n'y a pas de souci là-dessus. Les 3 AA, je crois qu'ils allaient suffire. Voilà. Et je faisais partie de ceux qui se disaient, bon voilà, Sina reste sur 3 matchs qui étaient des 3 masterclass pour moi. Le match contre Cody à SummerSlam était vraiment très très bon. Que dire de celui contre Logan Paul à Clash in Paris? Et puis on a eu un match pour le match US où Lesnar était intervenu et avait détruit Sami Zayn et Cena qui était aussi très 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 bon. Et je m'attendais vraiment à ce que Cena, peut-être pas squash, même si j'aurais bien aimé, mais gagne contre Lesnar. Ceci dit, et là je te rejoins, c'est la première fois, je pense que depuis que je connais John Cena, que Cena fait maigrichon à côté d'un catcheur. C'était incroyable le volume qu'a pris Lesnar. Je sais pas si il a repris des produits ou quoi que ce soit, mais incroyable la différence de gabarit qu'il y avait entre les deux. Et puis bon après, Lesnar c'est la bête, c'est le mec qui bat tout le monde, qui est plus fort que tout le monde, donc en soi, c'est pas un résultat qui est surprenant, c'est plus la manière. Est-ce qu'il y avait besoin de refaire un Cena Lesnar pour que Cena se fasse encore une fois squasher? Voilà, je suis pas persuadé. Moi, j'étais un petit peu déçu de cet angle qu'ils ont pris. Alors après, pour moi, ça nous amène tout droit au War Games. Je pense que Lesnar va s'aligner côté Rollins et que Cena ne laissera pas passer ça. Et c'est peut-être là où on aura enfin la vengeance de Cena, puisque je pense que les deux n'ont jamais fait de War Games. Voilà, voilà un petit peu ce que j'en pense. Voilà, j'aurais aimé autre chose. Je pense qu'il y a d'autres gars qui pour le retour de Lesnar, qu'ils auraient pu donner, contre qui il aurait pu être. Et Cena méritait mieux, je pense, vu les dernières sorties qu'il a fait. Ouais, ça fait beaucoup parler en tout cas ce match, hein. Sur les réseaux sociaux, il est pas mal sévèrement jugé. Encore une fois sur notre Discord, n'hésitez pas à rejoindre. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça lamentable. L'argument souvent cité, c'est de dire que les gens viennent pour voir Cena dans sa tournée, payent cher la place et se retrouvent face à ça. Alors moi je suis d'accord avec toi, il y a eu très peu de catch. C'était vraiment, on a retrouvé le Brock Lesnar comme on l'avait laissé sur la fin. Mais encore même pas sur la fin, parce que contre Cody Rhodes, il faisait des matchs plus de vrais catcheurs, mais certains matchs qu'il a pu faire contre Goldberg ou contre Contre l'Under. McIntyre aussi, où ça avait Voilà, été très très court. ouais, c'est ça. Et c'est-à-dire que d'un côté, je suis presque content dans le sens où je me dis, on reproche à la WWE de peut-être être un peu trop lisse ces derniers temps. Là, ils ont fait vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas du tout pu imaginer. Voilà, John Cena qui se fait marcher dessus pour son Firewall Tour par un Lesnar qu'on n'a pas vu depuis 2 ans et qui est un peu dans la polémique. Mais d'un côté, je trouve ça courageux d'assumer parce qu'effectivement, physiquement, enfin, Brock Lesnar, je sais pas s'ils l'ont signé pour l'utiliser beaucoup, mais je me suis dit, en voyant ça, clairement, que c'était pas une shape pour un seul soir, hein. Là, il est en condition, enfin,
J'imagine que ça a dû lui demander beaucoup de boulot, même s'il a peut-être pris quelques produits, mais enfin, il n'est pas juste resté dans sa cabane au Canada à chasser et à bouffer de la viande. Là, il a fait du sport, il est allé à la salle. Donc je pense que c'est dans l'objectif de faire lui aussi peut-être un dernier beau run destructeur. Donc tant mieux. Enfin, moi, au-delà des polémiques, on va dire, humaines et politiques et scandales sexuels et autres, sportivement parlant, ça peut m'intéresser d'avoir un Lesnar qui revient dans le game dans cette WWE où il y a plein de nouvelles têtes, plein de nouveaux noms, les Drew, les Cody, je sais pas, même je pense à Gunther, Damian Priest, plein de gens comme ça. Euh, mais donc c'est courageux, mais effectivement c'est peut-être pas ça qu'on voulait voir. John Cena, il fait un farewell tour où il fait beaucoup de bons matchs quand même, il s'en sort plutôt pas mal. Il en gagne certains, il en perd pas mal aussi. On vient de le dire, contre Cody Rhodes, il a perdu. Contre Sami Zayn, bon, c'était une disqualification, mais il a perdu. Euh, Ça s'intègre bizarrement dans cette dynamique-là. Je suis pas 100% choqué, je suis pas aussi scandalisé que certains, parce que je me dis que voilà, en fait, c'est cohérent. Vu la gueule de Brock Lesnar et vu le niveau de John Cena qui quand même est là pour nous dire bah c'est la fin quoi, c'est la retraite, on fait ce qu'on peut, mais j'ai passé mes heures de gloire. Ben ça reste un petit peu légitime, je trouve. Et surtout, je suis assez curieux de me dire comment il va rebondir. Là, je suis vraiment très 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 curieux parce que c'est ce que j'écrivais d'ailleurs il y a un instant sur le Discord. John Cena, il lui reste une poignée de dates, hein, pas plus que sur une main ou un peu plus, 5 ou 6, je sais plus. 5, Et 5 maintenant. 5, ouais, 5 maintenant, dont 0 weekly ou quasiment pas. Donc comment on va scénariser en fait les derniers matchs de John Cena? Est-ce qu'on va juste nous mettre un clip et on va nous dire hey, au prochain show, John Cena, il sera contre Rey Mysterio ou contre Braun Breaker ou contre comment ils vont s'intégrer là-dedans? Je sais pas. S'il vient pas, s'il parle pas, ou alors peut-être qu'il a prévu des clips promotionnels enregistrés, je sais pas. Mais j'ai l'impression que ça marque, ouais, ce match-là marquait aussi une phase. C'est la fin des entre guillemets feud de John Cena qui se joue en weekly. Ça va se jouer, je sais pas comment, et donc je suis un peu curieux de voir la suite. Maintenant, le match est décevant, le match n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je trouve le match pour un WrestlePalooza qui se veut historique a quand même un côté où on se dit waouh, là il s'est passé un truc, on s'attendait pas à ça et on a vu un monstre et, euh, et on est quand même réveillé quoi. Ça nous a pas endormi. Ouais, je suis. Alors, sur le côté monstre, il n'y a pas de souci. Hein, Lesnar, c'est son personnage, il le tient. Moi, ce qui m'ennuie, c'est la qualité de ses matchs où il n'y a pas beaucoup d'inspiration, il n'y a pas beaucoup voilà, c'est toujours les mêmes choses. Et j'avoue que j'avais cette petite voilà étincelle en moi en me disant allez, Sina va le faire. Et puis pas du tout. Et après, je te rejoins, c'est que sa prochaine date, c'est le Crown Jewel à Perth. Donc du coup, ça fait 3 semaines sans Sina. Il va arriver, on va avoir un clip effectivement ou un rematch qui va être signé contre Lesnar, pourquoi pas. Et après, de ce que j'ai regardé avant de préparer donc l'émission, il va faire entre Crown Jewel pardon, et Survivor Series, il fait 2 Raw. Et après, il y a le Survivor Series et puis son dernier match au Saturday Night Main Event. Donc ouais, ça va ressembler à ça, à mon avis, en package vidéo sur le Crown Jewel et pareil pour le Saturday Night. Ça va nous amener à quelque chose peut-être un peu plus sur le Survivor Series quand même, mais ça fait pas BZF, ça fait pas BZF, ça fait pas BZF. Ouais, je suis vraiment curieux de voir comment ils vont organiser ça. Et puis bah ouais, maintenant chaque euh, chaque nouveau adversaire de John Cena va être d'autant plus un sujet de discussion et de polémique parce qu'à chaque fois on va se dire oh on grille une carte, il n'en reste plus que trois, il n'en reste plus que quatre. Et puis comme tu dis, s'il y a deux rows dans l'histoire, est-ce que ce sera des rows où il va catcher ou juste parler? C'est difficile à dire. Voilà, on y est. On est fin septembre. Dans 3 mois, John Cena n'est plus parmi nous, donc à la WWE. Ça devient vraiment ouais, excitant et intriguant, et ça peut autant fasciner que décevoir, donc c'est un exercice délicat pour la WWE. Ouais, je terminerai sur ça. On a beaucoup de lutteurs qui ont raté leur sortie.
qui ont voulu aller faire le match de trop ou c'était pas à leur hauteur. Je me rappelle ce pauvre Kurt Angle. Et pourtant, Dieu sait que j'ai aimé ce gars-là. Dans son prime, il était exceptionnel sur un ring. Je vous recommande, si vous l'avez pas vu, je crois que c'est le SummerSlam 2000 contre Steve Austin, où il est, mais je crois que j'ai jamais vu un athlète comme ça. Plus que Lesnar, c'était vraiment incroyable. Et son dernier match est affreux, horrible, contre Byron Corbin. Il y est pour rien, Byron Corbin, mais Angle a plus rien. Et vraiment plus rien, plus rien, plus rien. Donc faut pas griller notre ami John. Je préférais une sortie à la Ric Flair ou à la Shawn Michaels, qui était plutôt réussie, que de voir quelque chose de raté, vu ce qu'il a apporté au business. Ouais, alors en tempérant un tout petit peu, puisque Ric Flair, il a quand même continué à refaire des matchs dans d'autres fédérations, Ouais. et que Shawn Michaels, bon, il s'est un peu égaré en Arabie Saoudite une fois, mais je suis d'accord. C'est une discipline difficile, le catch. C'est toi qui décides de ta fin, il y a toujours un one more time pour un petit chèque en plus, pour une petite shoot d'endorphine et d'excitation avec la foule. On comprend que ce soit difficile. Bon, John Cena, clairement, vu sa condition physique, même s'il nous fait quelques matchs pas très bons comme celui-ci, bon, c'est pas Kurt Angle sur la fin, mais effectivement, mystère et boule de gomme sur ses derniers adversaires. On peut venir sur le Discord et on peut prendre les paris qui seront ses prochains rivaux et ses derniers rivaux. Ça va être qui va marquer un peu la fin de l'année et dans tous les cas, par ce concept de dernière année, John Cena on votera sur Catch-Up, on fera les awards, mais c'est un peu le catcheur de l'année par définition, quoi. Il aura réussi à faire cette année son événement à lui, et tant mieux pour lui. Enfin, je pense qu'il a réussi à avoir les adversaires qu'il voulait en tout cas. Mais je serais curieux d'avoir sûrement dès 2026 peut-être des interviews ou un livre de John Cena pour raconter un peu comment il a vécu cette année-là et savoir s'il était content ou s'il y a eu des choses qui étaient prévues et qui n'ont pas pu se faire. Évidemment, il y a sûrement des choses dont on n'a pas connaissance encore et qui vont être révélées peut-être au fur et à mesure. Certainement, mais c'est à mon avis, c'est dans les cartons, hein, faire quelque chose autour de ça. Ou une émission qui est peut-être en train d'être tournée, ouais, c'est sûr. Allez, on en est qu'à un match, donc il faut qu'on avance dans ce Indianapolis Show à WrestlePalooza. C'était ensuite un match tag team, lui aussi historique, puisque c'est le retour en équipe des Usos. Les Usos, ils ont pas catché en tag team depuis, je sais plus combien d'années, mais depuis longtemps. Alors, j'aime beaucoup, on l'a déjà dit, mais ces nouveaux petits affichages quand les catcheurs arrivent, ces petites stats à chaque fois, c'est assez sympa, je trouve, quand on nous dit, voilà, il a pas catché depuis 10 ans, ou ils ont pas été ensemble depuis tant, ou alors ils ont gagné, ils sont à 2-0 à Indianapolis, ou ils ont une streak dans tel endroit, ou c'est toujours un peu rigolo les stats, j'aime bien. Et les Usos affrontent donc Bron Breakker et Bronson Reed, les petits jeunes de The Vision. Mais ce qu'on a appris, c'est que comme il y a eu du bordel dans les vestiaires, il a été décidé qu'il y allait avoir un spécial arbitre. Et cet arbitre, c'est LA Knight, qui est décidé. Alors, j'ai trouvé ça un peu triste pour la profession d'arbitre de la WWE, parce qu'en gros, ce qu'on nous dit, c'est que quand il faut quelqu'un qui a de l'autorité, on prend pas un vrai arbitre professionnel, on prend LA Knight. D'accord, du coup, voilà. Au final, ça servait à quoi en fait, c'était une ficelle scénaristique pour faire que ce match-là, qui était un tag team match classique normalement, soit une sorte de no disqualification, puisque LA Knight, qui a beaucoup discuté avec les uns et les autres, hein, je dirais pas qu'il a volé la vedette non plus, mais il a quand même pas mal interagi. Il était plutôt du côté des gentils, et quand les Usos notamment ont commencé à utiliser des chaises au bord du ring, il a fait genre de pas le voir. Et du coup après c'était un peu la fête du slip, hein. On a sorti des chaises, des tables, tout le monde a tout utilisé, il disait jamais rien. Il y a une table qui a été posée d'ailleurs sur un coin du ring, et puis pas mal d'interactions où ça se bagarre entre tag team, on sait pas trop qui est l'homme légal ou pas. Les Knight, il a géré ça comme il a pu. Il a failli se prendre un coup de chaise, hein. Il a failli se prendre un coup de chaise, des Usos en plus, mais ça a été arrêté au dernier moment. Enfin tout ça, ça a tellement semé la bagarre que Bron Breakker a réussi à placer un spear aux deux Usos en même temps à travers une table dans le coin du ring, et tout ce qu'il lui fallait pour attraper ensuite Jey Uso et le placer au milieu du ring.
et Bronson Reed est monté sur le rebord et s'est écroulé d'un tsunami dévastateur pendant que Jimmy Uso, le pauvre, la table pétée, lui retombait dessus, il était complètement caché. Victoire de The Vision, donc on a quand même un LA Knight qui fait le tombé de 3 hein, pour les méchants. Bon, voilà, c'est logique, hein, c'est legit, il pouvait pas faire grand chose d'autre, il a pas spécialement fait un turn ou quoi que ce soit, LA Knight, il a été à peu près impartial, même si, bon voilà, il a un petit peu laissé faire le bordel. Un match où on a eu un petit peu de bordel, beaucoup de super kicks de la part des Usos évidemment et des splashs. Quelques angles sympas toujours avec les sprints de Braun Breaker, la puissance de Bronson Reed, un Paul Heyman au bord du ring qui est intervenu, hein, qui a lancé des chaises, qui a essayé de faire son rôle et un match qui a duré 17 minutes 26 tout de même. Pour moi, c'était la victoire que j'espérais, en tout cas scénaristiquement. C'est une belle victoire quand même pour Bronson Reed et Braun Breaker de battre les Usos. Mais voilà la question que j'ai envie de te poser pour lancer ton analyse. Est-ce que c'était vraiment les vrais Usos de la grande époque ou est-ce que c'est un retour un petit peu décevant là aussi pour les frangins? Ah ben, je vais prendre le parti de te dire que c'est un retour décevant. Euh, franchement, ils sont qualifiés tout au long du match, ils ont été qualifiés de meilleure équipe de tous les temps de la WWE. Ça s'est pas vu. Je trouve qu'il manquait quelque chose. Mais c'est pareil pour Braun Breaker, il a raté pas mal de de petites choses sur ce match-là. Son Frankensteiner est complètement foiré. Je crois que c'est sur Jay. Il est pas du tout bien fait. À un moment donné, il veut faire un chip shot pour empêcher le tag. C'est pas super bien fait non plus. Euh, je m'attendais à beaucoup mieux de ces deux équipes. J'en attendais vraiment, vraiment beaucoup parce que on avait un Jey Uso qui est sur une année quand même assez importante pour sa carrière, 2024-2025, là depuis le clash à Lyon, c'est pas le clash, pardon, le backlash à Lyon, il est comme sur vraiment une voie ascendante parmi les main eventers. Et je trouve que ça manquait de quelque chose. Il a même réussi quand même, alors ça je crois que c'est la première fois que je vois ça, à tenter un coup de chaise et à ce que la chaise lui rebondisse dans la tronche et à s'ouvrir le crâne. Donc ça te dit voilà les problèmes qu'il y a pu y avoir dans ce match-là où je trouve qu'il y a eu des loupés et j'ai été un peu déçu. Alors pas par le résultat parce que ça assoit un peu The Vision aussi en termes de tag team parce qu'ils en avaient besoin de cette victoire et je serais pas étonné qu'ils aillent aussi essayer de chercher les ceintures par équipe à Raw pour avoir le combo complet homme, équipe et femme. Voilà, je m'attendais à beaucoup mieux, même s'il y a eu des par séquences des choses folles. Hein. À un moment donné, comme tu le disais, on a quand même des spires, des splashs sur Breaker, ça s'en sort, on casse la table, on a un double spire, on a le tsunami. Il y avait des trucs sympas, mais j'en attendais beaucoup, beaucoup mieux vu les quatre protagonistes qu'il y avait dans ce ring. Voilà. Et est-ce que tu crois que ça aurait pu jouer d'avoir un match entre guillemets normal ou juste de nous sortir un lâchez-vous stipulation sans LA Knight? Est-ce que tu penses que LA Knight a été un poids dans la qualité du match ou pas? Même pas sûr. Ce que j'aurais aimé sur comment ça s'appelle sur ce match-là, c'est que LA Knight, il n'y a pas eu de vrai, comment dirais-je, ils se sont pas tapés, il n'y a rien eu, ça a failli une ou deux fois, mais il n'y a pas eu grand-chose. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que soit Jay ou soit LA Knight, ils se mettent un coup sans le vouloir et que ça entraîne quelque chose de plus scénaristiquement, parce que là, concrètement, j'ai failli te mettre un coup de chaise. Oh, t'as failli, machin, les gros yeux de LA Knight, qui pour moi a été très très drôle dans ce match-là, avec ses réactions, où j'avais l'impression qu'il était là. Je suis juste là pour faire le tomber. Hein. Le reste, allez-y les gars, faites-vous plaisir. Je suis même pas sûr que la stipu aurait pu changer quelque chose. Je te dis, scénaristiquement, on l'avait dit avec Letty sur la preview. Je sais pas, est-ce que le fait de rajouter LA Knight a pas gâché quelque chose? Est-ce qu'il aurait pas fallu faire un 2 contre 2 simplement? Je sais pas. Ouais, je suis comme toi, c'est-à-dire
Je trouve pas que ça a plombé le match particulièrement d'avoir LA Knight. Il a été rigolo dans ses mimiques et autres. Maintenant, ça n'a pas apporté énormément. Mais c'est vrai que je te rejoins sur la qualité du match des Usos. Moi, j'ai trouvé surtout qui m'a pas mal déçu, même si je suis peut-être un peu sévère, mais l'un comme l'autre, il faut dire ce qui est, leur carrière en solo nous laisse pas pour le moment des très grands matchs. Jimmy, bon, est un petit peu en dessous du main event quand même. Euh, Jay, moi je reste pas un grand fan, hein. Ces matchs contre ou Gunther ou autres m'ont pas enthousiasmé beaucoup. Donc ouais, c'était la meilleure équipe du monde, mais ça fait plus de 10 ans qu'ils tournent aussi, donc je sais pas, ils ont pas réussi à nous sortir le grand jeu. Je pense que oui, quand même, cette stipulation qui n'en est pas vraiment une les a un petit peu handicapés parce que c'était le bordel sans l'être trop. J'aurais bien aimé moi j'aurais bien aimé voir ou j'aimerais bien voir s'il y a une revanche un tornado match quoi, un match où il y a chacun fait ce qu'il veut dans son coin, on peut se péter la gueule. Et alors c'est vrai, t'as raison, je l'ai pas mentionné, il y a eu un petit accident de Jey Uso qui a rajouté au moins un peu de drama sur la fin parce que on avait c'est Bronson Reed, je crois, qui est couvert du sang des Uso ensuite en gagnant le match. Ça voilà, c'est accidentel, mais ça a rajouté un peu de, c'était visuel, mais c'était pas une grande réussite cet affrontement entre ces deux équipes, j'ai trouvé, c'est un petit peu dommage. Je reste à penser que on a quand même un très beau casting, Bron Breakker et Bronson Reed. Hein, quand on pense que Bronson Reed il a été viré fut un temps, je pense qu'on a vraiment deux, deux gros futurs pour la WWE, ces mecs-là. Mais c'était pas le match où ils ont lâché les chevaux, quoi, à 100%. Mais comme tu le disais, il y a peut-être probablement des wargames ou des trucs derrière et on aura sûrement, j'espère, des gros matchs bientôt. Mais pas là. Est-ce qu'on passe? Oui. Ouais, vas-y, Dis. vas-y. Non, 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 vas-y. Difficile de dire autre chose, hein. Ouais. C'est dommage parce que franchement, Bronson Reed et Brand Breaker, c'est vraiment très impressionnant ce qu'ils font. Et je me tendais vraiment à ce qu'avec des Usos. Bon, après, les Usos, depuis qu'ils ont fait leur match l'un contre l'un à WrestleMania, je trouve que c'est quand même un petit peu en dessous. Jay a réussi à avoir un momentum avec la foule, mais c'est même ça, j'ai pas trouvé ça exceptionnel samedi. Bon, écoute, ouais, on va passer à un autre match. Allez, on passe à un autre match. Un autre match très attendu. Notamment, on aurait espéré, on aurait dû peut-être l'avoir à Paris. Stéphanie Vaquer, la chilienne, la primera, elle est challengeuse pour le titre féminin du monde depuis Evolution, le pay-per-view féminin qu'on a eu cet été, enfin le PLE. Sauf que la championne entre-temps, Naomi, est en congé grossesse. Hein. Donc, un petit peu arbitrairement, comme ça, on nous a décidé que c'était Io Sky son adversaire. Et donc, on a Io Sky contre Stéphanie Vaquer pour un titre qui est alors vacant, hein, qui nous attend sur le bord du ring. Le match a duré 19 minutes 41, donc c'est au moment du match le plus long de la soirée. Hein, il dépasse les deux autres d'avant. On a eu beaucoup de choses dans ce match. Un catch j'ai trouvé smart Fédération Indie à certains moments là quand elles font ce truc qu'on a vu 1000 fois de tentative de tomber de l'un de l'autre. On se tente un, deux et puis hop, l'autre arrive à te faire une sorte de roulé boulet pour tenter, puis l'autre et puis ensuite elles se regardent, elles se toisent et hop la foule applaudit. Waouh, trop bien. Bon ça, je commence à en avoir marre. On l'a trop vu. Mais bon, on a eu des belles prises, on a aussi eu quelques soumissions sympas. Io Sky qui a dû faire parler sa puissance, elle a fini même par enlever ses genouillères pour que ça fasse encore plus mal de donner des coups de genoux. C'était bizarre visuellement, j'ai trouvé. Alors c'est bizarre, je me suis dit, ça fait presque, on dirait qu'ils sont tout nus, presque sans genouillères, ça faisait une drôle de sensation. Évidemment, c'était une mauvaise idée, puisque ensuite, son genou, elle a raté une prise et elle a tapé contre le sol, donc elle a eu très mal. Et au final, Stéphanie Vaquer, monté sur le turnbuckle, a sauté dans les airs, a fait une spirale et a réussi à remporter le match au compte de 3. Stéphanie Vaquer est notre nouvelle championne du monde féminine. Son papa était là dans la salle. Il était très content. La foule avait l'air très contente. Est-ce que ce match féminin était en train de nous sauver la soirée à ce moment-là, Vince? Oui, pour moi très clairement. Alors il n'y a pas eu d'éclat au début du match, hein, c'était vraiment très technique, très on récite notre catch. Voilà, il n'y avait pas de faute, c'était très très bien. Malgré ça, j'ai pas trouvé le public qui
voilà, qui les soutenait beaucoup à ces deux demoiselles. Il a fallu qu'il y ait un top rope crossbody à l'extérieur du ring pour que voilà, ça s'emballe. Et après, ben, ça a été plutôt bon. Yosuke est même revenu d'un SVB, là, le Stephanie Vaquer Bomb. Elles se sont fait un beau Spanish Fly aussi. Et puis ça a été très 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 réussi visuellement. Cette dernière prise là, je sais pas comment ils l'ont appelé ou s'ils lui ont même donné un nom là. Ce finish de Vaquer. Par contre, et ben là aussi, ils se sont un peu loupés. Je sais pas si tu l'as noté, mais sur le tombé, Vaquer a également les épaules au sol. Et ça, pour moi, c'est incroyable que et l'arbitre est devant, quoi. Les deux, elles ont les épaules au sol. Ouais, ben moi en fait au moment du tombé, j'ai cru que c'est ça qui se passait. Effectivement, j'ai cru qu'on allait nous jouer un double tombé et du coup pas de gagnante ou je me suis dit pendant une fraction de seconde puisqu'en plus la WWE a beaucoup insisté sur le côté waouh, Wrestle il va se passer des trucs de dingue. Je me suis dit ok, il va y avoir un bordel, peut-être Adam Pearce va débarquer, il va y avoir une troisième catcheuse qui va débarquer ou je ne sais quoi. Bon, bah finalement non, mais visuellement ça donnait cette impression en effet, que vraiment elles étaient toutes les deux en train d'être 3 secondes au sol ensemble, ouais. Voilà. Et la deuxième chose, alors c'est une victoire clean. Je sais pas ce qui se serait passé si effectivement il y avait eu ce match-là face à Naomi, parce que Naomi venait de récupérer la ceinture et son personnage heel commençait à vraiment prendre de l'épaisseur. Donc je sais pas s'il lui aurait donné la ceinture, mais c'est pareil, là je m'attendais, vu tout ce qu'il y avait à côté, tout ce qu'ils ont fait voir sur les précédents Raw, avec les Kabuki Warriors qui traînaient, qui gravitent autour de Yo, avec clairement un heel turn d'Asuka, Kairi qui sait pas trop, une Rhea au milieu, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, comme tu le dis, WrestlePalooza, normalement ça devait être un gros show, ça devait être quelque chose d'énorme avec des choses qu'on n'avait jamais vues. Alors oui, le match est très bon lui-même. Gros match encore du Sky. Il faut lui reconnaître ça. Vaquer, ben voilà, tu sais que l'avenir lui est promis. Mais mon Dieu, comment on n'aurait pas pu faire autre chose? Il n'y avait pas quelque chose de plus constructif, de plus imaginatif. Bon, voilà, je trouve qu'il manquait quelque chose, ce grain de folie qu'aurait permis d'avoir les Kabuki, Rhea, et de nous amener quelque chose, parce que là, concrètement, si tu fais une feud sans ceinture avec les Kabuki Warriors et Rhea et Yo, ça perd de sa saveur. Alors, est-ce que ça nous amènera aussi à un Wargames? Je sais pas. Ouais, ça c'est toujours une grande question. Je sais qu'on a sur le Discord des personnes comme notre ami Papy et je suis assez souvent de son avis pour dire que c'est très bien l'égalité homme-femme et c'est très bien que les femmes aient plus d'importance dans le catch. Mais il y a des moments où se sentir un peu entre guillemets obligé de faire à chaque fois un Wargames féminin, bon le Money in the Bank féminin, ça y est, c'est bien acquis, le Royal Rumble aussi. Mais les Wargames, je trouve qu'il n'y aurait pas forcément besoin à chaque fois et j'espère qu'on va pas aller vers ça. C'était un peu pourri parfois certaines années. Euh, Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis pas aussi enthousiaste que tout le monde. Beaucoup de gens ont hyper bien noté ce match sur les réseaux sociaux. Euh, Moi, je l'ai bien aimé, mais je trouve que pour le contexte d'un titre vacant et d'un championnat redistribué, par exemple, pour moi, c'est incompréhensible qu'effectivement, il n'y ait pas Rhea Ripley dans l'affiche et qu'il n'y ait pas ou un 3 ou un triple threat ou un fatal four way, on aurait pu rajouter Asuka. Là, je pense qu'on aurait eu un vrai gros match champagne qui dès le début aurait pu démarrer très fort. Là, ça a démarré lentement, ça a pris son temps. On aurait pu mettre tout le monde un petit peu over, avoir des moves sympas, avoir des prises où elle se porte à plusieurs, où Rhea aurait pu en porter deux ou trois. Enfin, on a eu finalement quelque chose c'est une décision trop sage, je trouve. Et et puis même qui me questionne un petit peu parce que je pense que Stephanie Vaquer est très probablement une personne d'avenir pour la WWE. Hein. Ça a l'air d'être un talent difficile à contester, et quelqu'un qui a du charisme et qui a de la popularité. Mais il n'en reste pas moins qu'elle a commencé à la WWE à NXT il y a un an, et qu'elle a été en gros championne en 3 mois, 6 mois. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'elle est arrivée à Raw post WrestleMania, en gros.
et qu'en fait on l'a quasiment pas vu. Je sais pas ce qui lui est arrivé, s'il y a eu des blessures ou quoi, mais à part Evolution, et tu vois, je suis en train de regarder sur internet, elle était dans le Money in the Bank match, je m'en souviens pas trop. On n'a pas l'impression de quelqu'un qui arrive championne en ayant ça me dérange pas que quelqu'un devienne champion très vite en arrivant à la WWE, mais il faut que ça soit quelqu'un qui roule sur la tronche de tout le monde, quoi. Que ça soit la nouvelle grosse star, un peu comme Keith Lee a pu faire à NXT, euh, ou je sais pas qui je pourrais dire, Brock Lesnar quand il a débuté à la WWE, bien sûr. Là, ok, on la met champion. En fait, à la limite, je trouve que je préfère que ça soit là, dans ce contexte-là. Mais si elle avait dû battre Naomi, je sais pas si c'était ça le plan, qui est quand même là depuis 20 ans, enfin 20 ans, j'exagère, mais qui est là depuis longtemps, ça m'aurait fait bizarre. Je trouve que c'est une étoile montante, comme on dit, mais finalement presque trop vite parce qu'on sait pas trop ce qu'elle a fait, on sait pas trop de quoi elle est capable encore. Ça reste un peu mystérieux pour le moment pour moi, Stéphanie Vaquer. Donc, donc pour moi, on a rempli la case, on a rempli l'attente du public, on a une nouvelle championne, donc on peut cesser le hiatus qu'il y avait, mais on aurait pu faire plus fort, on aurait pu faire beaucoup plus spectaculaire, et il y a un petit sentiment d'occasion manquée, je trouve. C'est tout à fait ça. Le terme est parfait. L'occasion manquée, parce que tu bats Io Sky, qui est quand même une double championne féminine, qui a fait un triple threat monstrueux à WrestleMania, qui a fait une rivalité dantesque avec Rhea Ripley et leur match à Evolution. Et là, tu l'as fait gagner clean, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Vaquer, tu lui donnes les clés du camion comme ça? Moi, ça me perturbe un petit peu voilà, ce manque de cohésion qu'il y a eu autour de ce titre depuis que Naomi donc l'a rendu et qu'elle est enceinte. Elle a tout à fait le droit et je suis heureux pour elle. Mais est-ce qu'il y avait, moi, je suis d'accord avec toi. Il y avait franchement autre chose à écrire. Voilà, ne soyons pas smart ou Marc ou ce que tu veux, mais franchement, vous avez un réservoir, vous nous le dites tout le temps qu'il y a beaucoup de jeunes demoiselles qui sont capables de faire des bons matchs, et c'est vrai, et c'était l'occasion. Ouais, j'espère qu'on aura des grands matchs féminins dans les semaines à venir et que tout ce beau monde, maintenant qu'on a une championne, va se réveiller. Je pense qu'un Rhea Stéphanie, évidemment, on en a tous envie, mais j'aimerais bien voir effectivement. Peut-être que suite à cette défaite de Io Sky, c'est peut-être Asuka qui va vouloir se présenter comme une femelle dominante et que Asuka Stéphanie, pourquoi pas aussi, mais voilà, reprenons sur quelque chose, mais c'était pas c'est un sentiment de début pour moi plus que d'une vraie finalité et d'un vrai payoff comme on pouvait espérer. Il nous reste 2 matchs, donc on va avancer encore sur cette carte. Et là, on a peut-être le match le plus attendu de la soirée qui arrive. Un gros tag team intergender, les hommes et les femmes ensemble. Becky Lynch et Seth Rollins qui débarquent sur une superbe entrée où ils sont au-dessus du Titantron, là, sur une espèce d'immense arcade, d'immense pilier. Ils sont habillés raccord. Ils ont une belle couleur bleu-violette. Ils sont entourés par les flammes. Et puis ensuite, CM Punk et AJ Lee débarquent. Entrée un peu plus classique, mais très content d'être là. Visiblement, CM Punk avec un joli blouson qui a marqué qu'il est le mari de AJ Lee. Voilà, donc ces deux équipes se détestent, hein, apparemment. C'est ce qu'on nous raconte effectivement. Et c'est ce qui a amené le retour d'AJ Lee depuis plus de 10 ans. Elle a une grosse pop hein, quand même, AJ Lee, quand elle arrive. Et pendant tout le match même, c'est une des plus populaires, je pense, de la soirée. Évidemment, c'est une affiche compliquée puisque les hommes doivent affronter les hommes, les filles doivent affronter les filles. Donc évidemment, quand on tag, ça fait le changement, même si l'autre a pas tagué. Cela dit, évidemment, ça va déborder. On a plein d'interactions intergender. Moi, j'aime bien ça. Becky Lynch qui visiblement aime beaucoup mettre des baffes à CM Punk et lui mettre des petits atomies sur le torse. Seth Rollins qui est aussi intervenu physiquement face à AJ Lee. À un moment, il l'a fait tomber là dans le coin du ring. Parfois aussi, il sert de bouclier humain pour protéger sa femme. Il va même jusqu'à soulever Becky Lynch dans l'espoir de la jeter sur AJ Lee qui est au sol, mais malheureusement AJ Lee évite. Donc concrètement, Seth Rollins il jette sa femme s'écraser la tête la première contre le ring.
Voilà, j'espère que leur enfant ne verra pas ça, parce qu'il va falloir lui expliquer. Bon, c'est un peu confus, c'est un peu brouillon, ça part dans tous les sens. Il y a pas mal de moments un petit peu festifs pour les fans, notamment CM Punk et Jelly. Un moment, ils font chacun de leur côté le coup de genou dans le coin que fait CM Punk. Ils font chacun de leur côté un bulldog d'ici. Ils font chacun de leur côté une prise de soumission. Sauf qu'ils vont se faire avoir, ils vont se faire contrer et ils vont notamment encaisser tous les deux en même temps un pedigree. Becky Lynch et Seth Rollins sortent le pedigree. Il y a plein de moments où moi honnêtement je savais plus du tout qui c'était en termes de légalité sur le ring, si c'était les hommes, les femmes, c'était le bazar. On pète du pas du ref bump, du near fall à plusieurs reprises. Becky Lynch porte quand même son Man and the Slam sur AJ Lee. Et puis on va même finir à l'extérieur du ring sur les tables des commentateurs. CM Punk et AJ Lee veulent faire les malins. Mal leur en prend puisque finalement la situation s'inverse et Becky Lynch projette AJ Lee sur CM Punk qui portait Rollins. Les trois s'écroulent et font tomber la table. Donc voilà, Becky Lynch a fait tomber AJ Lee, CM Punk et Seth Rollins. Les hommes sont out, Becky Lynch ramène AJ Lee sur le ring, elle veut lui porter son finisher, mais la situation s'inverse et c'est elle-même qui se fait coincer dans la prise de soumission d'AJ Lee, le Black Widow. Elle l'avait déjà eu pendant quelques instants en milieu de match et là, elle est obligée d'abandonner. Becky Lynch tape. C'est la victoire des gentils. CM Punk qui est passé à travers la table, il entend la musique d'AJ Lee, il a un petit geste de la main là, ouais, coucou, il est content. Et tu le sais comme moi, nous sommes des grands sportifs. Dans la victoire, la douleur, elle s'en va plus facilement. Donc CM Punk, il arrive à remonter sur le ring et à faire des câlins, des bisous, des petites festivités avec AJ Lee. Pendant que Becky Lynch et Seth Rollins sont dégoûtés. Becky Lynch elle rejette le caméraman, elle dit dégage, me filme pas. Ouais, c'est la douche froide pour le couple de champions, hein, puisque n'oublions pas qu'ils sont champions tous les deux, hein, Becky Lynch et Seth Rollins. Et par contre, pour les petits amoureux là, comme au premier jour, c'est la fête. AJ Lee est de retour, popularité, c'est réussi. Est-ce que c'est réussi dans la prestation sur le ring pour toi, Vince? Alors, je ne vais pas me faire que des amis. La prestation dans le ring, non. Ça a été laborieux pour AJ. Après, il fallait s'en douter. AJ, pardon. Non, oui, si. Non, c'est AJ, on doit prononcer AJ. AJ, malheureusement, 10 ans sans catch, ça s'est vu un petit peu sur certaines prises. Après, ce qui a été plutôt pas mal fait dans ce match-là, c'est que déjà, elle a essayé, elle a proposé des choses. On en revient à ce que je te disais sur Lesnar, qui lui ne propose rien à part ses trois basiques. Elle a tenté, elle a fait des trucs. Tu vois que les gars ont travaillé leur match parce qu'au niveau du booking, de l'overbooking, ils nous en ont fait du storytelling. Il y en a pas, il y a rien à dire là-dessus. Ils nous ont raconté vraiment un bon match. Alors c'était le bordel, c'était le bazar. C'était peut-être mal fait certains moments. On connaît certains sur Discord qui ont bien décortiqué tout ce qui avait été raté par AJ. Bon, écoute, voilà, fallait pas trop lui en demander. Elle a quand même fait ce qu'il fallait. Fan service oblige, les gagnants ont été les gentils. Et puis après, écoute, moi j'ai pas été déçu par ce match. Moi j'ai été bien emballé parce que certes, techniquement, il y a beaucoup de choses à revoir. AJ, il faut qu'elle fasse beaucoup mieux. Il faut qu'elle se reprenne le rythme, hein, tout simplement, et qu'elle redevienne une catcheuse telle qu'elle était avant. Mais après, moi j'ai bien aimé. J'ai vraiment, je suis pas toujours très fan des mix tag team match, mais là, écoute, moi il m'a bien embarqué. Et pour moi, c'est même le match qui sauve la soirée très clairement. Voilà, je dirais pas plus de choses. T'as tout décrit en termes de prise. Voilà, il y a eu des near fall, je te dis, le storytelling parfait. Et puis on a la victoire des gentils, donc tout le monde est content. Même si je suis pas d'accord avec toi, quand tu te fais mal, même si t'as gagné, tant que t'es chaud, ça va. Après, t'as quand même mal, hein. Ah oui, mais on n'a pas vu CM Punk à froid. Nous, on l'a vu que post-match. Peut-être qu'il avait mal après dans les vestiaires. Ouais. Mais en tout cas, il s'est relevé vite quand il a vu que sa copine avait gagné. Moi, je partage ton avis, qui n'est pas celui de notre ami Giscal, mais peuple de catch-up, si vous voulez l'avis de Giscal, réclamez-le dans les commentaires. Il ne veut plus venir, il a plus de temps, il nous dit, il est débordé. Mais il a quand même pris le temps sur le Discord de nous dire qu'il avait trouvé la prestation d'Edgely zéro, lamentable, beaucoup de botch, etc. Bon, j'ai peut-être
un peu de largesse et de sympathie pour Edge Lee. C'est sûr que c'est pas le même catch que ce que les filles de haut niveau ont pu nous proposer. Ça fait des baffes un peu des volets de baffes, ça se secoue les cheveux. Là, dès le début du ring, là, du match, quand elle saute sur Becky Lynch pour lui taper la tête contre le ring, ça fait très air des divas. Maintenant, ça posera peut-être problème pour moi si elle part dans une carrière solo. Là, ça n'arrêtait pas de changer en fait. C'était une fois les filles, une fois les garçons, une fois une fille contre un garçon, une fois un garçon contre une fille. Je trouve que c'est bien passé et je trouve que c'est très intelligent d'avoir fait ce match-là. Et avec une comparaison qui est peut-être un petit peu hasardeuse, mais c'est un peu comme la très bonne idée qu'ils avaient eu de faire les débuts de Ronda Rousey finalement dans un mix match avec Kurt Angle, avec Triple H, avec Stephanie. Voilà, enfin avec tout ce bordel. On s'en sort, c'est drôle, c'était bien raconté, je trouve. Il y avait vraiment des moments fun et le public a vraiment mordu. C'est pas du grand catch, mais c'est pas le principe de ces mixed matchs, c'est que ça soit le bordel et que on ait des clins d'œil, et on en a eu plein des petits clins d'œil. Moi j'ai trouvé que tout le monde avait l'air de kiffer. C'est ce que reproche aussi Giscal, il dit que ça ressemblait plus à un match où tout le monde était content d'être là plutôt qu'à une vraie rivalité, mais moi, pour moi, la promesse est largement tenue et la mission remplie. 29 minutes de catch quand même, c'est de loin le plus long match de la soirée. C'est bien passé, je trouve. Donc je suis content. La victoire d'AJ Lee après 10 ans d'absence me paraissait inévitable. Est-ce que ça va partir sur autre chose? On ne sait pas, mais en tout cas, elle est là. Elle a eu la popularité, elle a interagi avec la foule, ce qu'elle faisait plus à la fin sur ces derniers mois quand elle était là parce que ça l'a saoulée. Donc j'ai pensé à toi beaucoup quand tu disais que CM Punk avait l'air heureux, il a l'air très heureux. Et tout le monde s'est régalé. Après, on peut reprocher des choses. J'ai vu sur les groupes, sur les réseaux sociaux, dire que Seth Rollins pour un champion du monde, ça fait quand même un petit match, mais bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas forcément embêtant. C'est une belle feud. Ils se sont amusés au micro, ils nous ont fait un beau match. J'étais très content de cet affrontement. Bah, tout pareil, tout pareil. On attendait d'être embarqués et ça, c'est ce qu'ils ont réussi à nous faire du début à la fin. Il y a tout eu, les heels ont joué super bien leur rôle, les faces aussi. Je suis désolé, Jelly, quand on me dit ouais, c'est pas très orthodoxe, mais Jelly, c'est pas son personnage d'être orthodoxe. Elle est complètement barrée. Donc faire des baffes comme elle a fait, certes, c'est pas académique, c'est pas très joli, mais c'est le personnage d'Edge, hein. Elle est à moitié barrée, elle peut péter un plomb à n'importe quel moment, fondre en larmes, rire. C'est le personnage d'Edge, c'est son gimmick, on peut pas lui enlever. Et pour moi, voilà, c'est pareil quand tu vois cette prise, a été vachement bien faite quand elle prend appui sur Punk. En étant porté par Rollins pour aller faire une souplesse et retomber sur Becky, voilà, les gars, ils ont préparé leur match. Ouais. Oui, ça aurait pu être mieux exécuté, c'est clair, c'est net. Accordons-lui le bénéfice que ça fait 10 ans qu'elle n'ait pas été là. Ça a duré 30 minutes. Elle a fait tout ce qu'elle a pu, elle a donné tout ce qu'elle a pu. Elle a réagi avec la foule, pardon, et on a tous été embarqués. Voilà, Bon, et c'est tout ce qu'on demande. je suis bien d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, venez nous le dire en commentaire, mais je suis d'accord. C'était pas la fin du show encore, hein. D'ailleurs, petite parenthèse technique, mais on a eu aussi un show très particulier puisque maintenant on a des pubs pendant les PLE avec des moments où ça coupe. Et puis on a eu, je trouve, mais on en reparlera à la fin, beaucoup de longues séquences entre les matchs. Alors là, on a une séquence un petit peu particulière puisque l'Undertaker a débarqué. Alors, on nous avait promis qu'il y aurait des surprises et des retours. Bon, bah si c'était ça la surprise et le retour, bon, voilà. L'Undertaker plutôt dans son rôle American Badass, hein, sur une moto. De toute façon, voilà, il a passé l'âge visiblement de faire semblant d'être un mort-vivant. Dans les places VIP devant, là, il y a Stephanie McMahon avec Nick Khan. Il s'arrête, il se met à côté d'elle avec son micro. C'est un peu longué, voilà, il dit à Stéphanie, on n'arrête pas de se croiser, voilà, j'étais machin, tout ça, on se connaît depuis longtemps et tout. En fait, il vient annoncer à Stephanie McMahon qu'elle va être la première entrée du Hall of Fame 2026 à WrestleMania. Voilà, moment d'émotion, elle a un petit peu les larmes, on se fait un câlin, on s'applaudit. Est-ce que tu as été touché par ça ou est-ce que tu trouves que c'était bizarre? Moi, honnêtement, je trouve ça très très tôt dans l'année comme annonce. Ça faisait un petit peu forcé, histoire de dire qu'il y avait eu quelque chose d'un petit peu exceptionnel, mais on va dire que je me sens pas trop impliqué dans leur moment d'émotion collective là, tous ensemble, les tauliers de la WWE là. Alors,
c'était trop tôt pour moi. Effectivement, hein, la saison de WrestleMania, c'est après le Rumble. Là, on est 6 mois avant. Bon, allez, ok. Ceci dit, après Stéphanie, elle a une carrière très longue. Hein, elle a fait un millier de choses, Ouais, elle que mérite. ce Ça, c'est soit sûr. voilà. Et puis avec l'Undertaker, mine de rien, c'est début des années 90 qu'Undertaker arrive. Ça fait donc 35 ans qu'ils se connaissent. Bon, bah écoute, ils étaient contents, c'était chouette là-dessus. Est-ce que c'était le moment à le faire? Pas sûr. Est-ce qu'elle le mérite? Oui, bien sûr. Euh, voilà, faut se dire qu'à l'époque, Stéphanie, c'était une des rares filles qui montait sur le ring. C'était une des rares qui allait devant les mecs, qui leur mettait des baffes, qui était intégrée à de vraies grosses storylines. Donc pour moi, elle le mérite, mais c'était ni le lieu ni le moment. Ça prend une plombe à lui dire. Est-ce qu'elle était au courant ou pas? J'en sais rien. Sur les réseaux, a priori, il y a même une vidéo de Triple H qui voit que quand l'Undertaker lui annonce, voilà, il a sa petite larme aussi. Bon, Est-ce qu'on croit vraiment que Triple H n'était voilà. pas au courant qu'on allait introduire sa femme au Hall of Fame? Je ne sais Voilà, pas. c'est la réaction de sa femme qui. Mais bon, Ouais. il en est à combien de bacs Triple H? 2, 3? Ouais, il commence à en avoir un paquet de Hall Evolution, of Fame. Evolution, Triple H. Il a pas eu DX aussi? Ah oui, peut-être, Ou il n'y oui. a pas Evolution et simplement Triple H DX? Donc après, ils savent ce que c'est bon. Voilà, et puis, je te dis, la saison de WrestleMania, c'est pas là, c'est pas maintenant. Hmm. Ouais, moi aussi, je trouvais que ça faisait un peu forcé et que c'était tombé un petit peu comme, voilà, petit peu cheveux sur la soupe. C'était long. C'était un peu leurs autocongratulations et je suis pas très fan de ça. Moi, je me suis dit bon, allez, qu'on passe à autre chose et basta quoi. Et on est passé à autre chose et on va atteindre donc le dernier match du show, le main event, un match pour le titre de la WWE, le titre indisputé. Notre champion c'est Cody Rhodes. On l'a pas beaucoup vu ces derniers temps, hein, il est devenu papa à nouveau, donc bah, c'est normal, hein, on est bien occupé quand on est papa. Mais il trouve quand même le moment d'être en feud contre Drew McIntyre, une feud qui a été pré-rushée en quelque sorte. Et un Drew McIntyre, par contre, qui est en très très grande forme, hein, qui est beau comme tout, comme d'habitude. Il va même pousser l'outrecuidance au début du match, quand l'arbitre soulève la ceinture entre les deux opposants, de la toucher, la ceinture, de la tapoter. Là, j'ai trouvé que ça, c'était une belle image assez forte. Euh, et ensuite, donc, nous sommes partis pour un match qui n'a duré que, j'ai envie de dire, pour un main event, que 16 minutes 53, donc moins long. C'est le deuxième plus court match de la soirée, hein, derrière Lesnar et Cena. Un match durant lequel les deux opposants ont quand même fait largement jeu égal. Drew a eu des bonnes phases de domination, mais voilà, parfois il y a des erreurs. À un moment donné, il se précipite contre son adversaire qui est dans les coins, hop, il se prend le poteau. Cody Rhodes, il sait faire les prises qui inversent un petit peu la donne avec des Cody Cutters, surtout beaucoup, il en fait de plus en plus. Il réduit peut-être un peu son arsenal de catch, je trouve. Et, euh, et puis des faits de jeu, notamment à un moment donné, Drew McIntyre, il avait la victoire en fait. Il a placé Cody Rhodes pour le compte de 3 sur une espèce de roll-up. Mais juste avant, il n'y avait pas eu de ref bump, mais on va dire qu'il y a eu un ref un petit peu confusion et l'arbitre s'est retrouvé à l'extérieur du ring. Et donc le temps qu'il remonte sur le ring, voilà, le tombé était raté. Donc Drew McIntyre, encore une fois, s'est cru gagnant, mais il ne l'a pas été. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a même réussi à placer son Claymore pour le compte de 2 hein, seulement. Il a réussi à se relever. Cody Rhodes. Cody Rhodes qui semblait pas bien. Soucis aux jambes, petit peu KO. Enfin, il a joué sur la fin. Voilà, il était dans une position visiblement très affaiblie. Mais Drew, encore une fois, a fait un péché de naïveté et peut-être d'excès de confiance, puisqu'à l'extérieur du ring, il a voulu renouveler une prise qu'il avait déjà pu faire un peu plus tôt dans la rivalité. C'est placé un Claymore sur Cody Rhodes contre la table des commentateurs. Sauf que Cody Rhodes a évité, donc Drew se retrouve la jambe qui frappe la table et la télé et les écrans qui sont en bas de la table. Et visiblement, ça fait très très mal, puisque voilà, il hurle de douleur et puis que Cody Rhodes le ramène sur le ring et lui place un Crossroads et conserve le match, conserve le titre, gagne le match et conserve le titre. Donc Cody Rhodes est toujours champion, Drew McIntyre, il a fait ce qu'il fallait, il a fait ce qu'il pouvait, mais il n'a pas réussi. On attend un petit peu.
moi j'attendais un petit peu. On nous avait promis du spectacle, des grosses surprises et tout ça. Et bien finalement on en restera là. Cody Rhodes garde son titre. Cody Rhodes reste notre champion incontesté. Et Cody Rhodes s'en va vers de nouveaux horizons. De nouveaux horizons qui commenceront peut-être dès la conf post-match. Puisque Cody Rhodes croise Seth Rollins lors des commentaires post-match. Et on nous rappelle, et ça on l'avait peut-être oublié et on aurait peut-être préféré l'oublier, je ne sais pas, que à Crown Jewel, depuis l'année dernière, il y a ce qu'ils appellent le Crown Jewel Championship avec les champions qui s'affrontent. Donc ça voudrait dire qu'on aurait très probablement un Cody contre Seth Rollins. On l'a déjà eu très souvent, hein, pourtant, cette affiche. Ce qui inciterait aussi, on l'a vu d'ailleurs, elle était là dans les... J'ai oublié de le dire, un match entre Tiffany Stratton et Stephanie Vaquer. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event et de ce match et de ce résultat? Et puis, bah voilà, est-ce que t'es hypé par le fait de se dire que là, finalement, on a déjà nos 2 affiches main event pour Crown Jewel, on aura ce tournoi champion contre champion? Moi, je suis déçu, amèrement déçu par ce match-là. Cody et Drew font partie des catcheurs que j'aime beaucoup, notamment Drew. J'étais très content de le voir. Allez, on le repoussait en main event, on repoussait vers la ceinture. Alors effectivement, encore une fois, bon, c'est pas sa faute, hein, Cody, mais il devient papa en plein milieu de la rivalité. Donc il y a eu une interaction au départ. Il faut attendre 4 semaines ou 3 ou 4 semaines avant qu'il y ait un retour de Cody. Ils ont foutu Randy Orton au milieu. Ben pareil, là aussi, je m'attendais à ce qu'il intervienne, que ce soit pour l'un, pour l'autre, peu importe. Mais rien. Cody a de suite joué sur le fait qu'il avait mal à la tête. Voilà, le pauvre, il était étourdi parce que il se ressentait encore du coup qu'il avait pris de la Claymore qu'il avait pris à SmackDown où il était à terre contre la table des commentateurs et il avait pris cette Claymore. Bon, voilà. Après, Drew a fait du Drew, c'est-à-dire qu'il enlève la protection du ring, ce qui était pas mal en soi, et il veut balancer Cody, sauf que l'arbitre est au milieu, donc l'arbitre s'éjecte en dehors du ring et il fait le roll-up, et donc la foule compte jusqu'à 3, sauf que le temps que l'arbitre revienne, il y a que 2. Pareil, il veut refaire ce Claymore contre la table à l'extérieur du ring avec Cody à terre contre la table, ben, l'orbite l'en empêche et quand il y va, il rate. Et puis là, ben, il revient sur le ring malgré l'énorme douleur, il met un Glasgow kick, mais un Glasgow kiss, pardon. Et puis il se lance dans la Claymore et là, alors je sais pas s'il s'est entravé dans ses jambes, s'il a eu mal à la jambe, mais il rate son truc et puis Cody l'emporte. Donc j'étais vraiment vu le ce que nous ont proposé sur certains matchs et de là, mais déçu, tu veux pas savoir. Franchement, presque plus que Senna Lesnar. J'étais vraiment, mais c'est pas croyable quoi. C'est 2 gros Golgoth, c'est 2 gars qui sont dans leur prime, qui sont censés nous donner quelque chose. Et ben là, je l'ai pas eu. Alors, est-ce que ce n'est que le premier match entre les deux? Je l'espère. Crown Jewel, effectivement, je l'avais complètement oublié. Je fais partie de ceux qui ont complètement oublié qu'effectivement, on avait un Crown Jewel champion. Donc la première affiche est connue puisque c'est Rollins-Rhodes. Bon, peut-être que Rhodes arrivera enfin à battre, Rollins arrivera enfin à battre Rhodes. Mais pour les filles, c'est pas encore sûr puisque Vaquer, oui, à mon avis, elle va garder la ceinture puisqu'elle vient de Ah l'avoir. oui. Mais la semaine prochaine, quoi, oui, alors fin de semaine, on a un triple threat entre Jade, Naya et Tiffy pour savoir qui sera championne Exact. de SmackDown. Bon, écoute, on verra. On risque encore d'avoir un face contre face. Je sais pas si Vaquer, ça va encore lui apporter quelque chose d'avoir contre Tiffy, contre Jade. Bon, à voir, à voir, à voir. Mais vraiment très très déçu de leur prestation. C'était le minimum syndical ce qu'ils nous ont fourni. Un match très court en plus pour un main event. Je te rejoins, hein, quand j'ai vu que c'était terminé, je me suis dit non, il va y avoir quelque chose, c'est pas possible. Eh ben non, les crédits, puis on passe directement aux interviews de Pocho. Ah, bon, eh ben écoute, ok. Euh, voilà, à l'image du show, euh, de très très belles affiches. On avait vraiment de très belles affiches et ça fait flop. Pour moi, il a fait flop ce show. Voilà. Ouais, bah là, je peux que te rejoindre. Honnêtement, je suis d'accord avec toi et je vais même bien charger. Euh, Plutôt match sorti avec des retours corrects sur les réseaux sociaux. On dit voilà, c'était correct, c'était pas le pire. Moi, je suis très très déçu aussi comme toi.
plus que pour Cena Lesnar clairement aussi, parce que voilà, on a deux légendes qui s'affrontent mais qui sont en fin de carrière, alors que là, évidemment, ils sont censés porter la fédération. Euh, Ils ont donné quelque chose de très très fade en fait, de très très lisse, de très très convenu. En plus, j'ai beaucoup de mal moi à titre personnel. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans le personnage de Cody Rhodes. J'ai du mal avec Cody Rhodes, je le dis, je sais pas pourquoi spécialement. C'est un catcheur plutôt, on va dire, un petit gabarit. Et je trouve que autant on a vu plein de fois dans le catch des petits gabarits s'imposer face à des plus gros que eux, et ça donnait des bons matchs. CM Punk a fait ça tout le temps. Sami Zayn, on l'a vu notamment contre Gunther. Euh, je peux citer aussi, oui, même Seth Rollins contre Brock Lesnar, par exemple, quand il le bat à WrestleMania et tout. Et Cody, avec Cody, j'y arrive pas, tu vois. Là, je vois le match, et tout ça dans la tête, je me dis comment ils arrivent à. J'arrive pas à ce qu'on, dans un match clean où il n'y a pas de stipu ou autre, que finalement ce petit gabarit batte Drew. Donc je trouve que c'est vraiment. Il y a une histoire pour Drew et qui est permanente depuis peut-être 2 ans là, de frustration, de passer juste à côté, de passer à deux doigts. Mais je trouve que de plus en plus, il passe un peu pour un con quand même, quoi. Et pour moi, bah moi je préfère Drew à Cody dans le ring, dans le personnage, dans le charisme. Je me dis là, ça commence à faire beaucoup. J'ai pas peur. Drew, si un jour ils veulent le faire repartir champion, en un mois, il est crédible et il y a aucun problème. Mais en fait, je suis presque déçu pour lui que ça soit lui qu'on utilise dans une sorte de feud de transition, parce que comme tu dis, il y a un programme avec Orton qui tourne un petit peu en dessous. Il y a donc un Crown Jewel Championship. Moi, ça me déçoit aussi beaucoup, hein. Je trouve que, à la limite, dans le contexte Crown Jewel, Émirats Arabes Unis, Saoudite, ok, pourquoi pas. Et là, en Australie, je vois pas les matchs champion contre champion. Ah, je trouve ça n'a pas d'intérêt. Ça va faire forcément du mal à un des deux. À la limite, j'aimais bien quand il y avait une époque où il y avait un pay-per-view, je ne sais plus si tu te souviens, qui s'appelait Bragging Rights, ou même à l'époque au Survivor Series, où vraiment toute la soirée c'était la thématique, c'était SmackDown contre Raw, t'avais les champions US contre le champion intercontinental, t'avais même des équipes qui se créaient de chaque côté, et à la fin on comptait les points, quoi. On dit waouh, Raw a eu 4 victoires et SmackDown 3 ou 3 et 2, mais là, en plus, on peut même pas dire qu'il y ait vraiment une existence d'une feud entre Nick Aldis et Adam Pearce. Peut-être ça va naître, hein, je sais pas. Mais je trouve que ça nous squeeze un petit peu tout ça, parce que du coup, ça veut dire que Rhodes, comment il va gérer cette feud contre Rollins alors qu'il y a Drew. Moi, je suis un peu déçu. Je trouve que ils ont forcément été affectés dans tout ça par la paternité de Cody Rhodes, mais ouais, je trouve que ça nous gâche un petit peu Drew. Et en soi, le match est pas bon, tout simplement. Donc, déçu du match, déçu de l'issue, déçu de ce Cody qui s'en sort toujours. Alors qu'en plus, non seulement il est en dessous, on va dire, en termes de volume physique, mais en plus, à chaque fois, ils nous le font un petit peu façon John Cena avec ah là là, il est pas bien, il s'est fait mal à une jambe ou un truc. Donc, un Cody diminué qui bat un Drew au top, c'est bizarre. Donc, je suis un peu déçu pour Drew, et je suis un peu déçu de voir que bah on va très certainement après l'épisode WrestleMania SummerSlam pour John Cena, on va peut-être partir encore sur un Cody champion jusqu'à WrestleMania, puisque de plus en plus hein, on évite les surprises à la WWE, les champions ils vont de gros PLE à gros PLE, de WrestleMania à WrestleMania ou de SummerSlam à WrestleMania. Donc je suis un peu inquiet pour l'avenir, pour la qualité de cette title picture, on va dire, autour de Cody Rhodes. Et après le très bon match qu'il y a eu avant, qui nous a bien motivé, enfin moi qui m'avait bien motivé, là ça finit un peu comme tu dis en douche froide et en eau de boudin, et, euh, et on pourrait philosopher sur l'importance d'un main event dans le récit global du show. Jusqu'à présent je me disais bon ok, Lesnar c'était un petit peu bizarre, match tag team des Usos c'était un peu le bordel, mais bon, match féminin pourquoi pas, je dis ah là, et puis là en fait ça me fait voir tout le reste un peu en négatif. Je dis ouais, finalement rien n'était terrible, donc je suis d'accord avec toi. Globalement déception, surtout que la WWE aime beaucoup euh, nous teaser énormément en nous disant ça va être exceptionnel. ESPN première, WrestlePalooza c'est nouveau comme nom, on connaît pas.
On nous sort du Lesnar, on nous sort du Cody, on nous sort du Drew, on nous sort des tag team matchs, CM Punk, Seth Rollins, on a mis tous les gros plats dans la recette. Le résultat fait un show qu'on va très vite oublier, je pense. Et c'est dommage. Ouais, alors il y a deux choses que j'aimerais ajouter. La première, c'est que en plus de ça, le main event ne devait pas être Drew contre Cody au départ, c'était Lesnar Cena. Donc moi je Oui. m'attendais à vraiment un truc qui claque, qui pète, et oui, ça a fait un pète, mais pchit, comme ça plutôt. Donc déçu là-dessus. Après, WrestlePalooza, est-ce qu'il n'a pas été construit parce que on sait qu'actuellement la WWE essaye d'enterrer la AEW, et ils ont mis un PLE comme ça, je peux pas croire cette version-là parce que tu te dis c'est ESPN, le contrat il n'a pas été signé comme ça prend des années, pas des années peut-être, je vais peut-être un petit peu loin, mais ça prend bien des mois et des mois avant d'entériner un tel deal. C'est pas possible autrement, tu as tellement de choses qui rentrent en ligne de compte au niveau des avocats, au niveau financier, tout ça. Donc je peux pas me dire que voilà, ça se soit fait au dernier moment, et pourtant j'ai cette impression que ça a été fait dans l'urgence. On nous a donné une carte qui est superbe, hein, comme tu le lis, hormis Roman Reigns qui manque à l'appel. T'as quand même ce qui se fait de mieux, quoi. T'as les jeunes qui arrivent avec les breakers, Reed et Vaquer. T'as des superstars installés. T'as des légendes. Voilà, on avait de quoi se faire un super PLE. Et puis non, pas du tout, pas du tout. Alors je sais que certains n'ont pas forcément apprécié sur le Discord ce que j'ai dit, mais moi je trouve qu'il a, quand tu vois le Clash in Paris, je parle même pas que de l'ambiance, hein, parce que le catch, il faut bien comprendre qu'il y a l'ambiance, mais il faut que cette ambiance euh, soit, si tu veux, ce soit le ring qui amène cette ambiance-là. Ce qu'on a réussi à faire à Paris, alors oui, effectivement, on a moins de catch que les Américains, c'est clair, on en voit moins souvent sur notre territoire, mais ce qu'il y avait dans le ring nous permettait d'aller nous amuser, de mettre le feu, quoi. Hormis le Nikki contre Becky qui était un temps en dessous, le reste était globalement bon. Il y a même eu trois très 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 gros matchs. C'était vraiment quatre gros matchs, pardon. C'était vraiment très bon. Et là, malgré les têtes d'affiche, eh ben, ils n'ont pas su nous embarquer. Il manquait vraiment ce grain de folie, hormis le mix tag team qui a été, voilà, qui a rempli toutes les cases. Alors oui, Giskel n'a pas aimé la prestation d'Edge, c'est vrai, tu peux lui On s'en reprocher fout de ça. Giscal. Oui, tu peux lui reprocher ça à Giscal. Tu- Oui, oui, je suis d'accord. On lui reproche ça à Giscal. on peut lui reprocher, mais ils nous ont donné de la marchandise, on a passé une demi-heure à se dire qui allait gagner, Nearfall sur Nearfall, Ouais. ils ont tenté plein de trucs, voilà, et le reste, c'était très très plat, voilà. Va peut-être me demander ma note, mais ma note ira pas au-delà de 2,5 sur ce PLE. Ouais, Voilà. bon, on va passer au mot de la fin dans quelques instants, mais de manière générale, hein, moi je commence de plus en plus à comprendre l'avis de notre ami Papy, donc Papy qui commentait avec nous, qui a lâché le catch, il faut le dire, parce que notre ami Papy, il trouvait que finalement l'ère Triple H était décevante. Au début, j'étais pas d'accord avec lui parce que j'ai beaucoup de très mauvais souvenirs de l'ère Vince McMahon. J'ai bonne mémoire dans le catch et je me souviens d'années, et de mois où, à l'époque, par exemple, où Roman Reigns était over-pushé babyface, mais le public était pas derrière lui. De l'époque où on avait par exemple un Dean Ambrose qui était très mis en avant, mais qui nous faisait des matchs un peu dégueulasses. Voilà, on a eu des périodes à la WWE où vraiment pendant des mois on se faisait chier et où les weekly aussi étaient très mauvais. Il y a une époque où les Raw et les SmackDown, ça avait aucun intérêt, on attendait juste les pay-per-view. Aujourd'hui, on a énormément de très bons talents, on a des très bons matchs, on a des weekly qui sont souvent très très bons, avec aussi une mid-card hyper solide, avec des Rousseff, avec des Gable, avec des Otis parfois, avec des Grande Americano, avec des Sami Zayn, avec des Braun Breaker, etc. On a vraiment énormément de bons talents. Mais je trouve maintenant, ça commence à faire un an ou deux qu'on a assez d'expérience pour le dire,
que oui, le format PLE hors, on va dire, Big Four, à 5 matchs façon NXT, façon Triple H, ça crée des shows très lisses. On n'a plus les surprises d'antan, effectivement, on a beaucoup moins les retours, les heel turns, les cash-in, les stipus avec un general manager qui arriverait en plein show pour changer le programme. Euh, on n'a plus des squats. Alors on en a eu un petit peu là avec Lesnar, mais ils ont quand même réussi à nous faire tirer ça sur 9 minutes. Parce que tous les matchs sont un peu calibrés pour être autour d'une dizaine, quinzaine de minutes. Tout est très propre. Voilà, on a eu Stéphanie et Io. Tout est assez codifié. On a quasiment toujours un main event où on a un ref bump ou en tout cas un moment un petit peu de oh l'arbitre est plus là, qu'est-ce qui se passe. Je trouve on tombe dans une stéréotypie en fait, dans une répétition qui en plus est très contradictoire avec cette dynamique over the top, tout est plus grand, on est qu'au début, c'est la nouvelle ère, on a de plus en plus d'argent, on touche de plus en plus de monde. La WWE pourrait nous faire rêver et exploser dans des histoires incroyables, et on a un peu ce sentiment de facilité, de feignasse, de on fait une soupe, voilà, ça plaira à tout le monde, de finalement de pas trop se faire chier, et il y a encore des très bonnes choses qui se passent, hein. Il y a des très bons matchs, on l'a dit, Logan Paul, John Cena, euh, voilà, il y a des très bonnes histoires et des très bons shows qui se font, mais il y a toujours ce sentiment qu'on pourrait faire plus, qu'on pourrait aller dans plus de folie, on pourrait aller dans plus de diversité, on pourrait avoir des soirées beaucoup plus, nous faire passer par beaucoup plus d'émotions, euh, et on est toujours un peu en deçà de ce qu'on pourrait espérer, surtout à cause de ce discours qui nous vend toujours un truc exceptionnel qui va se passer, et, euh, et donc WrestlePalooza pour moi est clairement à cette image. On nous annonçait un gros truc, on a eu un show moyen avec des matchs moyens et pourtant avec des catcheurs qui sont tous très bons. Donc c'est qu'il y a des directives sûrement qui font qu'on a eu un truc. C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on a un accident industriel entre guillemets où ils se sont ratés, où ils avaient prévu de faire des trucs et puis c'était pas bon, c'est pas bien tombé. Ou est-ce que vraiment ils ont fait ce qu'ils avaient prévu et ils se sont dit les bookers dans leur salon que si c'était ça qu'on allait servir et c'était ça le bon programme. Je sais pas. Si ce qu'ils nous ont sorti là, c'est ce qu'ils voulaient nous sortir et s'ils en sont contents, ça m'embête un petit peu. Maintenant, ils sont bien défoncés sur les réseaux. Il paraît même que ESPN eux-mêmes disent que c'était pas terrible et que le main event surtout était pas digne de ce niveau-là. Bah voilà, peut-être que maintenant on va leur tirer les oreilles et on va leur dire écoutez les gars, si vous voulez avoir des millions pour vos diffusions, il va falloir que ça soit un petit peu plus couillu. J'espère que ça va les pousser à faire des meilleurs shows. Euh, Connaissant ESPN, parce que j'aime beaucoup la NBA, t'as intérêt à faire mieux, hein. ESPN, quand ils te mettent un match, parce que la NBA, il y a beaucoup de matchs en saison régulière. Donc il y a une saison qui est coupée en deux, hein, saison régulière et playoff. Saison régulière, c'est 82 matchs. Donc tu peux faire souffler tes stars de temps en temps. T'es sûr que quand tu passes sur ESPN, les stars sont là et elles jouent. C'est voilà. Et là, on n'a pas eu un spectacle digne de ce nom-là. Et encore une fois, moi, j'étais très emballé quand j'ai vu la carte. Franchement, c'était pas mal, hein. Je me disais juste qu'il allait peut-être avoir, parce qu'il y avait vraiment du star power sur Ouais. peut-être Vaquer, Yoska et le tag team allait peut-être un peu souffrir parce que ça allait être tellement bon. Et même pas, quoi. Yo et Stéphanie nous ont fait un très bon match et même meilleur que certains que d'autres. Voilà, c'est incroyable. Peut-être à un moment donné aussi, je te rejoins sur le fait des 5 matchs, c'est quand même casse-pied, ça permet pas de voir combien de fois les titres tag team euh, ont été Ah oui, défendus cette jamais. année en PLE, à part SummerSlam où tu as eu le TLC, sinon je pense qu'il n'y en a pas eu. Mm. T'as eu un petit peu les. C'est pareil, Charlotte et Alexa qui étaient en plein momentum, ben là ça se retombe comme un soufflé parce que tu ne les remets plus en avant. La ceinture US féminine, je sais plus où elle est, hein. Voilà, je suis navré. Julia, qui pourtant a plein de qualités, ben on la met pas en avant. Euh, c'est pareil, Sami Zayn aurait eu largement sa place sur ce PLE, des Finn Balor. Voilà, oui, il y a eu un changement d'air.
C'est comme quand Triple H te vend que le WrestleMania de Las Vegas a été le plus monstrueux, le plus rentable, machin, ok. Sauf que celui de Philly avec la soirée avec le Rock et Reigns contre Rollins Rhodes, puis directement lié le main event du second soir, là on était sur quelque chose de très très lourd, de très bon. Et c'est vrai que depuis ce cut-là, c'est très très lisse, très prévisible. T'as l'impression qu'ils voilà, ils ont pas envie de froisser n'importe qui, donc on fait du convenu, ce qui va plaire au plus de monde, mais tu risques aussi de perdre les fans historiques. Voilà. Ouais, on se lasse un petit peu. C'est vrai qu'il y a aussi cet aspect dont tu viens de parler et qui est très flagrant, c'est que on a complètement cassé la dynamique qui était avant d'avoir des weekly avec des roads, des routes jusqu'au PLE et puis un payoff pour le PLE. Là aujourd'hui, tout est très étalé, c'est-à-dire qu'effectivement, et tu l'as souligné, on est dans un PLE énorme et on nous annonce la ceinture féminine de SmackDown, et ben c'est à SmackDown dans une semaine. Ou les titres masculins, tag team de Raw, je sais pas, c'est l'Euro prochain ou dans. Et ça, ils arrêtent pas de. Ils ont créé beaucoup de ceintures, hein, il y a énormément de ceintures aujourd'hui. Et du coup, ils étalent tout ça dans les shows et dans les weekly aussi. Moi, je pense vraiment que il faudrait qu'ils changent la dynamique des PLE, qu'ils arrêtent de nous faire plein de matchs à 19 minutes. J'ai bien aimé Stéphanie contre Io Sky, hein, mais peut-être que lieu de faire 18 minutes, on en faisait 14. Peut-être qu'on gagnait une minute ou deux sur le match de CM Punk aussi. Et puis voilà, on fait des matchs plutôt de presque 14 minutes et puis on en case un de plus, peut-être un peu plus court, un match de 8 minutes. Là, on aurait pu, comme tu dis, moi j'aurais bien aimé voir les Finn Balor et JD, hein, ils sont jamais en PLE, défendre leur titre contre je sais pas qui, n'importe qui, les War Riders, je sais pas qui. Enfin, voilà, créer des matchs un peu plus mid-card, quoi. Ça donnerait un parfum un peu plus de diversité aussi. Comme tu dis, c'est bien de mettre les gros noms, de mettre les Cody, les Drew, les Roman Reigns, les Seth Rollins, mais je trouve que c'est le moment aussi, exactement comme ils ont fait à Paris avec Sheamus et Rousseff, ça c'était très bien, Ouais. mais c'est un peu sans lendemain, quoi. On les voit faire un match, et puis après, Sheamus on l'a plus vu depuis un mois, Rousseff quasiment plus. En fait, ils ont trop de superstars, et c'est pour ça aussi que c'est un peu frustrant, je trouve. Et c'est ce qui est arrivé pour Stéphanie Vaquer, je trouve, c'est que on nous montre quelqu'un un peu en épingle, et puis après on l'utilise plus. Elle fait deux trois clips, deux trois interviews backstage, on la voit plus. Voilà, il y a des idées comme ça qui ressortent, qui disparaissent un mois, qui reviennent, comme El Grande Americano, comme Otis, comme AJ Styles, voilà, il fait un petit mois puis il redisparaît. Euh, il faut qu'il trouve un peu plus de cohérence, je trouve, et de lien dans toute cette soupe de talents. Sinon, on a l'impression que les gens, on les voit, ils repartent, on les revoit, et on s'attache pas assez, je trouve aussi émotionnellement, à un plan de carrière, quoi. On voit pas forcément une dynamique dans un catcheur. On a plus de mal à voir des pushes, des montées, des, des gens qui arrivent à sortir de leur zone. On voit juste des gens qui sont là et puis qui, des fois, du jour au lendemain, passent dans un autre level ou attendent ou stagnent. C'est un peu, c'est un peu bouché, c'est sûr, mais voilà, il y a quelque chose, je trouve, dans la dynamique des rosters qui passe plus bien, quoi. Ouais. Je, 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 hum, je voudrais faire un parallèle avec un petit peu ce qui se passait il y a une vingtaine d'années. Euh, Tu avais tel roster qui était tellement grand, et ça c'était très très bon pour la WWE parce que ça leur permettait de faire des pay-per-view par show. En fait, si tu veux, tu avais un pay-per-view pour Raw, un pay-per-view par SmackDown, et donc c'était pas un pay-per-view chaque mois pour les mêmes choses, si tu veux. Donc, tu avais le temps de mieux écrire tes histoires qui pouvaient un petit peu plus s'étirer. Et sur les Big Four, tu réunissais les deux shows. Et je trouve que ce serait peut-être ça l'idée. Tu veux faire que 5 matchs sur ton PLE, ok, mais fais-en un Raw où tu pourras mettre tous tes champions, mettre des vrais feuds, parce que honnêtement, moi, il y en a une que je ne comprends pas qui n'aurait pas été encore en PLE. Je l'aurais aimé au Clash in Paris et je pense que il y aurait eu une grosse ambiance. C'est dommage parce que j'aime les Wyatt Six, mais et qu'il y avait besoin d'un match tag du coup, mais un match entre Priest et Black. Punaise, les gars,
Priest, c'est pareil, le gars, il est abandonné, quoi. Il fait une saison 2024, une première partie de saison 2024 très très forte, quoi, même tout 2024, pourquoi qu'une première partie, mais tout 2024 très fort, champion, il feud avec Rhea, les fonds du Monday, il te fait une super story contre Drew pour le WrestleMania, et puis WrestleMania, le pauvre, on lui propose rien, rien. Et peut-être que voilà, il faudrait revenir à ce qui se faisait. Tu fais un PL Euro, le mois qui suit ou 3 semaines qui suit après le PLE SmackDown, et après Raw, ainsi de suite, et puis tu retombes sur tes pieds sur les 4 gros. Ce serait peut-être une solution à envisager. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. C'est une possibilité, ouais, ou alors effectivement de faire des shows, des PLE un peu plus longs ou avec des matchs un peu plus variés. Et puis ben c'est vrai qu'il y a aussi cette équation où ils nous sortent des Saturday Night Main Event qui sont des PLE qui n'osent pas s'assumer et en même temps qui ont une identité un peu bizarre désormais d'être des shows où il y a des matchs très courts. Ça on n'a pas arrêté de le voir, on l'a assez analysé. Les Saturday Night Main Event, ils nous font des matchs de 10 minutes souvent. Donc peut-être que le prochain on va changer de style. Mais ouais, ce WrestlePalooza, il nous fait beaucoup causer. C'est peut-être une erreur accidentelle de parcours, hein, mais c'est vrai que là, ben, du coup, avec ce Crown Jewel qui s'annonce déjà avec des affiches presque bookées et qui nous fait presque pas très envie initialement, on a plus trop envie de. Tu vois, là, j'amorce Raw par curiosité. Je me dis qu'est-ce qui va se passer à Raw. Bon, il va sûrement y avoir du lancement sur des nouvelles feuds. CM Punk et Jelly, par exemple, il va falloir les occuper si Seth Rollins il affronte Cody Rhodes, mais plus en se disant bon, qu'est-ce qui ressort de tout ça, puisque le catch ça reste une série avec des épisodes et chaque PLE est une sorte de gros épisode. Qu'est-ce qu'on ressort de tout ça? Qu'est-ce qu'on a avancé? Bon ben pour Cody Rhodes on n'a rien avancé, il est fort, ok, c'est un champion fort. Drew c'est le même, il est très costaud mais il se prend les pieds dans le tapis. Bon, cette soirée n'a rien fait avancer du tout dans l'univers WWE, je trouve. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il manque. Alors, McMahon, on en dit ce qu'on veut, hein, mais je pense qu'il avait un très bon sens sur qui faire monter, parce que tu parlais tout à l'heure de Roman Reigns qui se faisait huer, mais Cena, à un moment donné, il en prenait plein la tronche quand il sortait, c'était abusé. Mais il savait mener ses storylines. On peut beaucoup décrier McMahon sur beaucoup de choses, mais il savait créer ses stars, il savait les faire monter, et on le voyait les monter en puissance. Que là, moi je suis désolé, Braun Breaker qui pour moi est quelqu'un de très solide, je m'attendais avec The Vision qu'il aille un peu plus haut, quoi, et il a enchaîné quelques défaites d'affilée, quoi. C'est un petit peu étonnant. Je sais pas, peut-être aussi des managers un peu plus affirmés, des general managers. Ils sont pas juste là 3 minutes. Je me rappelle les Bischoff, tu as eu les Paul Heyman, voilà, de grands général manager où il y avait se passé quelque chose. C'est vrai que ça ronronne. Voilà, le terme pour moi c'est ça ronronne. Ça marche pour l'instant, mais là, je pense qu'ils ont pris une sacrée baffe hier soir, quoi, samedi soir. Ouais, c'est la bonne question qu'on peut se poser dans tout ça, c'est finalement est-ce que l'ère de gloire, parce que finalement l'ère de gloire de la WWE, la période dorée qu'on est en train de vivre, il y a quand même le deal Netflix, il y a quand même le deal avec l'Arabie Saoudite, il y a le deal avec ESPN, la face de la WWE est en train de changer. Moi, je l'attribue quand même initialement à une excellente écriture que je daterais justement du retour de Cody Rhodes à peu près à la WWE, quoi, il y a 3-4 ans, quand on avait un Seth Rollins au top aussi, le début de l'époque du Messi era et de ses chants sur son entrée, le retour de CM Punk, le Jey Uso, à l'époque pas trop en solo, mais avec Sami Zayn, la grande époque de la Bloodline en fait de Roman Reigns. Et putain, ben voilà, la Bloodline et Roman Reigns et les feuds avec Sami Zayn, avec Kevin Owens, puis avec Jey et Jimmy. Chaque PLE, chaque fin de PLE était un cliffhanger. Chaque fin de PLE, on voulait absolument voir ce qui allait se dire dans le weekly d'après. Et, euh, et c'est ça pour moi, je pense, qui nous a réveillés au catch. Les débuts de Logan Paul aussi, avec ses super matchs contre Rey Mysterio et tout. Je trouve qu'il y a eu énormément de talent d'un coup.
C'est sûrement ça qui a aidé à booster tout ça. Évidemment, je pense aussi en backstage que pour certaines grosses entreprises qui ont envie d'une image lisse, comme TKO et ESPN, le fait que ça soit plus Vince, mais Triple H, ça passe mieux. Mais depuis, on retombe. On a baissé de niveau. On est retrouvé à un niveau plus un peu classique pour la WWE. Voilà, et 2025 est pas fini, et 2026 ensuite va repartir. Mais voilà, il faut qu'ils nous refassent du très bon niveau parce que peut-être à un moment donné ça va devenir sanctionné, oui, par ces grosses marques qui leur font des très gros contrats, mais qui ont peut-être envie derrière qu'il y ait de l'audience. Est-ce que ça se ressentira? Là, ce que nous on est en train de se dire, toi Vince et moi, tout seul dans notre petite planète catch française, est-ce que les fans du monde entier le ressentent? Bon ben, nous on regarde les avis sur certains sites de Smart, ils font la gueule aussi, mais est-ce que ça va avoir un impact sur les audiences, sur les gens dans les salles et tout ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'on n'en est pas encore là, mais c'est sûr que nous aussi, on attend de la qualité derrière, on paye cher aussi quand on va avoir un show dans la salle, etc. Il va falloir qu'ils se réveillent un peu, et WrestlePalooza, comparé à Clash in Paris, effectivement, fait une petite claque. Pour nous, et pour eux, on espère qu'ils la prennent la claque en revers, ouais. Bah, ils sont obligés quand comment ça s'appelle ton diffuseur balance que ton main event est pas à la hauteur. Et il faut que tu l'écoutes, hein. Et comme tu le dis, hein, on te paye what millions de dollars, on en veut pour notre argent, on veut que ce soit quelque chose de bon. Et puis, c'est surtout que, encore une fois, moi, je ne comprends pas le delta entre ce qui nous était proposé. Tu vois, on en avait parlé un peu avec Papy, euh, qui se, voilà, il savait pas s'il voulait nous rejoindre ce soir et tout ça. Quand je lui ai annoncé les matchs qu'il y avait, il me fait ah oui, il y a quand même du monde. Eh ben regarde le pchit que ça fait, quoi. Ouais. C'est comment tu peux arriver avec une telle carte à ce que ce soir, ça fait très longtemps que on regarde du catch, ça fait très longtemps que vous faites ces previews, ces reviews. Je sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas été aussi peu emballé par un PLE, quoi. Ouais. Euh, bon, écoute, comme je te dis, Vince avait des défauts. C'est vrai que c'est weekly sur la fin. C'était imbuvable. Je les regardais même plus parce que tu avais juste à regarder les PLE. Alors au moins ces PLE, il y avait quand même généralement ce qu'il fallait. Ça t'embarquait bien. Et là, c'est presque le contraire. J'ai l'impression que c'est les weekly où il y a beaucoup de choses et le PLE un petit peu moins. Voilà, des règnes très longs également aussi. Ouais. Euh, bon, écoute, on va voir, hein. Ouais, ça aussi, on pourrait en parler. On est lancé là tous les deux pour philosopher, mais c'est vrai, c'est un autre sujet. Récemment, je voyais un podcast où il parlait de la grande époque des feuds entre Cody, n'importe quoi, entre The Rock et Steve Austin, et que Steve Austin, il disait, il a eu plein de titres de champion en quelques mois parce qu'ils arrêtaient pas de se passer la balle. Et ça, je trouve que ça manque. J'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, c'est peut-être ça qui est très frustrant pour les fans qu'on est, toi et moi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des considérations politico-économiques qui vont à l'avance de la qualité catchesque. C'est-à-dire que par exemple, Cody Rhodes c'est un poster boy, on sait que pendant des mois on va pouvoir lui prévoir des interviews dans les télés et tout ça, donc il va garder la ceinture des mois. Et tant pis si ça aurait été vachement plus intéressant de voir Drew McIntyre le battre ce soir, et puis quitte à ce qu'il le reperde un mois plus tard, quitte à ce qu'il se le rééchange, les gens font des longs règnes aussi parce qu'ils ont créé un univers étendu. Je pense par exemple à notre ami Dominique Mysterio qui est champion, euh, mais qui du coup, il faut qu'il reste champion parce que en fait, il va aussi à la AAA et donc du coup, il va devenir tout belt Dominique. Donc voilà, on va pouvoir raconter toute cette histoire. Donc il y a voilà, ça dépasse des fois l'envie qu'on a l'envie qu'on a de les voir se mettre sur la gueule et que se prendre les ceintures et se battre les uns les autres. Alors ça se fait pour certains. Par exemple, la ceinture US, voilà, elle arrête pas de changer. Là, maintenant c'est Sami Zayn. Avant c'était Solo. Avant c'était. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Pas Jacob tout. d'ailleurs. Ouais. Ouais, mais même Mais solo, hein, tu vois des petites ouais, pastilles, mais depuis sa défaite ça, on contre voit plus. Sami, c'est des petites vignettes. Ouais. Et Jacob, alors c'est pareil, Jacob qui était normalement un gros projet, pareil, hein. Je sais pas, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il y a quelque chose, j'en sais rien.
Et puis les champions sont pas très présents, hein. Mm. Tu le disais sur le match Drew Cody. Cody, bon, alors oui, ok, il a été papa, mais on l'a pas beaucoup vu. Ça manque ça aussi, le champion qui soit tout le temps là au show. Euh, Nous, on a connu ça, quoi. C'était Cena, il était là tout le temps, mais le Rock était tout le temps là, Stone Cold aussi. Hormis grosse blessure, les gars, ils étaient là tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Ça manque aussi cette présence d'avoir un champion qui soit en feu tout le temps, qui fasse des matchs, même si c'est du tag à chaque weekly, on l'a plus trop ça. C'est étonnant, hein. Ouais, 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 c'est vrai qu'il y a un vrai changement aussi dans les plannings des catcheurs. On en a qui sont là beaucoup, par exemple comme Seth Rollins, mais c'est vrai que voilà, c'est plus la même époque. Certains sont là que pour les gros événements et ça nous sort parfois un petit peu des segments. Mais voilà, d'autant plus, signalons d'autant plus quand c'est de qualité. Et voilà, je viens d'en parler. Tout ce qui se fait autour de The Vision, moi je trouve ça très bon. Et il y a plein de trucs super qui se passent à Raw autour de ça. Heureusement qu'il y a ça. Mais sur les PLE, c'est peut-être un petit peu faiblard. Typiquement là, évidemment, c'était pas l'histoire qu'il fallait nous raconter pour le mixed match. Il fallait que ça reste Rollins et Becky, mais voilà, on n'a pas Paul Heyman avec eux. Ça crée une vision Vision qui est là toute la soirée en fait depuis Paul Heyman avec Brock Lesnar jusqu'à ce match-là, mais le lien se fait pas trop entre tout ça, ça reste un petit peu encore, je sais pas, ça reste encore trop tiède peut-être. Ouais. Écoute, à voir, à voir, à voir. À voir, ouais. On part pas ravis de cette soirée, mais ils peuvent encore nous surprendre et on espère qu'en Australie, puisqu'ils sont down under, ils vont nous renverser la tendance là aussi. Ouais, et ça va arriver rapidement puisque je crois que c'est début octobre. Je crois qu'il doit y avoir 3 semaines. Ah oui, oui, Là c'est aussi, c'est pareil, ça va très très vite. Il y ouais. a concentre trop de PLE. Là, je pense qu'il faudrait. Ils prennent pas forcément le temps d'écrire des histoires au long cours. Là, on en a plus beaucoup, hormis Punk, Rollins. J'en vois pas beaucoup qui soient vraiment des feuds au long cours. Mm. J'en reviens à ce que tu disais entre The Rock et Stone Cold qui se passait la ceinture. Je pense que le Rock doit avoir 6 titres de champion du monde, si je dis pas trop de bêtises. 6 ou 7, et le gars il doit avoir allez, à tout casser 400 jours sur, sur 6 ou 7 règnes de ceinture. Et des fois effectivement ça durait un mois et puis pouf, voilà, ça tournait, ça tournait. Ouais, bah espérons que ça revienne cette époque. Ils sont pas obligés de le faire sur toutes les ceintures, hein, ils en ont tellement, mais deux trois ou de temps en temps, où vraiment on sent ce côté. Voilà, en plus ça serait incroyable à écrire. Je veux dire, il y a tellement de talent à Raw ou à SmackDown, peu importe. Mais voilà, un Drew par exemple qui gagnerait puis qui perdrait contre contre Cody, puis CM Punk, Seth Rollins. Enfin voilà, tout ce qui s'enchaîne là, c'est jouable d'avoir une année où on se retrouve avec puisque Triple H aime bien les records, se dire putain il y a eu une année là, et ben champion du monde dans l'année parce qu'ils ont pas arrêté tous les mois de se changer les ceintures. Ça serait sympa quoi, ça serait rigolo. Voilà, Ouais, ben, petite idée. je suis tout à fait d'accord avec toi. Je t'invite à regarder l'année 2002 et de regarder le nombre de fois. Il y avait qu'un champion au départ de cette année 2002, de WrestleMania jusqu'à SummerSlam. Donc il y avait qu'un champion. Je t'invite à regarder combien de champions il y a eu et pas des moindres, hein. Ouais. Des Hogan, Undertaker, Lesnar, The Rock, toi, Bah voilà. Mm. en 4 mois. Et voilà, et c'était pertinent parce que c'était des gros superstars. Et il y a des gars comme Drew, et je suis comme toi, je préfère nettement Drew à Cody. Mais donnez-lui cette fichue ceinture, le seul règne qu'il a eu, c'est pendant le Covid. Il a pu personne pour l'acclamer, le soutenir. Il mérite ce fichu run, quoi. Ouais, moi je l'espère vraiment pour 2026, hein, que ce soit Ouais. son heure. Qu'il ait ce que Seth Rollins a réussi à avoir cette année avec The Vision, Cashin, le Money in the Bank, qu'il ait son voilà sa deuxième un peu sa deuxième pic de carrière là, c'est le moment. Bien, bah Vince là-dessus, je vais te laisser donner quand même un mot de la fin puisque c'est notre habitude, un top, un flop et une note puisque maintenant on a déjà bien épilogué sur notre ressenti, mais voilà concrètement il est temps de trancher. Je t'écoute. Alors,
Je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour la note 2,5, j'irai pas au-delà. J'ai été vraiment très frustré. Décalage carte prestation. Le petit big up, c'est pour le mix tag team. Voilà, j'ai été bien embarqué. Retour des Jelly gagnant en termes de popularité, de pop, de tout ce que tu veux. Peut-être pas encore techniquement, mais super retour. Les 4 m'ont fait plaisir. Et tu l'auras compris, la déception. Et donc mon flop va aller à la fois à Cody Rhodes et à ces foutus pubs. Ils ont réussi à nous mettre des pubs sur ce PLE. On avait, alors je sais pas si vous aviez ce bandeau là aussi sur le network, mais nous revenons dans quelques minutes. Non mais sérieux, c'est quoi tout ça quoi? Et dans toutes les langues. Et ouais, ça c'était Oui, drôle. c'est vrai. C'est vrai. Non, non, moi je le mets en flop. Au-delà de la qualité des matchs autres, je trouve aussi que déjà des pubs, ça nous fait un peu mal parce que le principe d'un pay-per-view, nous de la grande époque, c'est le show où il n'y a pas de pub, quoi. Des pubs, il y en a au weekly, il y en a déjà bien assez. Donc là, ça fait un petit peu mal. Et au-delà de ça, je trouve que le temps in-ring a été énorme. L'intro, beaucoup trop longue. Triple H, l'Undertaker, c'est des trucs trop longs. Et je pense vraiment qu'il faut qu'ils songent aussi à raccourcir ces putains d'entrées. C'est bien quand on est dans la salle, mais même dans la salle, je trouve, à Clash in Paris, malgré l'ambiance, il y a eu quelques entrées où je l'ai ressenti, où je me dis, ouais, c'est un peu long là quand même. Euh, voilà, les Ouzo, c'est un peu long quand même. John Cena, c'est sympa, c'est un peu long quand même. Et puis, je sais pas, qui trouvent un moyen de les enchaîner un peu plus vite, qu'ils arrivent un petit peu plus vite, qu'ils courent un petit peu plus vite sur le ring. Mais je crois que c'était long entre les matchs. Et on attendait, ça a cassé le rythme. Donc ça, c'est mon flop. Je vais donner mon top comme toi au tag team match mixte, super. CM Punk et AJ Lee, je pense qu'ils ont réalisé un petit rêve de couple là de catcher ensemble et ça fait très plaisir. Et parce qu'en plus là pour le coup, il y a même pas 3 mois, on n'aurait jamais pu imaginer voir ça. Donc là ils ont réussi à nous surprendre. Et je vais monter un tout petit peu, je vais mettre 2,75 pour augmenter à poil la moyenne. Mais on a eu un WrestlePalooza décevant et j'espère bien qu'ils vont se ressaisir et réveiller pour cette fin d'année. Peuple de Ketchup, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur toutes les plateformes, alors surtout sur YouTube, puisqu'on peut mettre des commentaires. On peut pas le mettre, mais vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, etc. Et bien sûr, venez sur le Discord, interagir avec nous sur nos salons WWE, salons spoiler. Comme ça, vous pouvez être sûr de ne pas être spoilé si vous ne regardez pas celui-ci, etc. On sera là avec Vince, il y aura Giscal, il y aura Ringside, il y aura Papy, on est là pour discuter. Évidemment, je cite que les hommes, c'est très vilain de ma part. Il y aura bien sûr notre ami Letty qui voulait être là ce soir mais qui était fatigué. Il y aura notre amie Johanna. Il y aura Christia qui a fait ses grands débuts. On lui fait un petit coucou. J'espère qu'elle nous écoute. Si elle le fait, elle le met dans les commentaires. Christia qui est en tag team mixte aussi avec Ringside. Mais c'est les seuls. Je ne sais pas s'ils trouveront des adversaires à leur hauteur à Ketchup. Je ne sais pas. Vince, merci beaucoup d'avoir été là pour parler de cette soirée Je t'en Indianapolis. prie. Ce fut un plaisir, comme d'habitude, de pouvoir échanger. Et pour une fois, on n'a pas dit que du bien. Voilà. Exactement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça. Eh ben, Vince, merci à toi, peuple de Catch-up. On reste connecté pour de prochaines analyses. Passez une bonne semaine pleine de catch. Ciao à toutes et à tous. Bonne soirée. Bon, est-ce qu'on fait une review de All Out alors? Je l'ai pas encore vu, je vais m'y mettre. Vois-tu. Voilà. Un vrai fan de catch.